scientifique qui a suivi donc l'école centrale de Paris, centrale Supélec maintenant. Elle a fait sa dernière année d'école Master 2 à l'Imperial College de Londres, et où elle a poursuivi son doctorat. Pendant ce doctorat, elle a été en partenariat entre l'Imperial College et l'Institut d'astrophysique spatiale de l'Université Paris-Saclay à Orsay. Elle a obtenu sa thèse en 2020, puis a rejoint l'Institut spatial de McGill à Montréal, où elle est depuis Trottier Fellow, c'est-à-dire une chercheuse post-doctorale, comme on fait là-bas au Canada. Elle fait de la cosmologie, et plus précisément, elle cherche à savoir comment les premières étoiles de l'univers sont nées, grâce à des télescopes géants, en analysant la lumière fossile du Big Bang. Ces télescopes géants, ce sont des radiotélescopes qui sont justement dans le désert du Karoo, en Afrique du Sud. Alors elle sera assistée ce soir d'Hervé Doll, astrophysicien et professeur et vice-président de l'Université de Paris-Saclay. À vous de jouer. Merci Thérèse. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de parler, de présenter à ce congrès. C'est vraiment pour moi un grand honneur et un grand plaisir de vous parler du sujet sur lequel je travaille tous les jours, qui est la cosmologie. Donc Thérèse m'a présenté, je n'ai pas besoin de le faire, mais le petit point sur lequel je voudrais appuyer, c'est que je suis une astrophysicienne. Donc en fait, je m'intéresse à la physique des astres, à tout ce qui touche à l'univers, à tout ce qui est en dehors de la Terre, et plus particulièrement à la cosmologie. Donc tout ce qui est en dehors de la Terre, vous en voyez déjà une petite idée avec cette photo du James Webb Telescope, on va en revenir. Donc au cours de cette heure, je vais vous vraiment donner une introduction à la cosmologie. Je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement, mais on va partir de la fin. Donc on va partir de cette image de l'univers récent. On va essayer de comprendre un peu les éléments qui le composent. Et puis on va revenir au début. On va dire alors comment l'univers devait être au début pour en arriver où on est aujourd'hui, notamment en s'intéressant au fond diffus cosmologique qui est en fait la lumière fossile du Big Bang. Voilà, vous verrez plus. Et puis je finirai en vous présentant un petit peu mes recherches plus précisément que ce que Thérèse a gentiment indiqué. Pour voir si vous suivez, surtout pour poser des petites questions et puis rendre la conférence un peu plus interactive, on va utiliser WooClap. Hervé vous l'a déjà un petit peu dit, ce sera des questions au fur et à mesure de la présentation. Quand vous verrez ce petit icône là, WooClap, ça veut dire qu'il y a une question qui correspond à la slide à laquelle vous pouvez répondre. Il ne faut pas le prendre comme une interrogation, c'est tout anonyme, on parlera un peu des résultats, mais vraiment c'est juste pour voir où tout le monde en est. Et puis vous pouvez aussi vous-même poser des questions. Donc comme Hervé l'a dit, il sera ravi de les relayer à différents moments de la conférence. Donc il y avait déjà un petit test, ça a fonctionné. Oui, donc ça marche. Donc vous avez répondu votre âge. Donc nous avons une grande distribution. Je ne peux pas vous la montrer parce qu'on n'a pas la connexion, mais il y a des gens très jeunes et des gens... Super, c'est ce qu'il nous fallait. Merci. Ok, bon, tant mieux. Alors commençons. Donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de l'univers. Qu'est-ce qui compose l'univers? On en a une petite idée avec cette image du télescope James Webb. Donc le télescope James Webb, c'est une mission spatiale qui a décollé à Noël l'année dernière, il y a à peu près un an, vous en avez peut-être entendu parler. Et en fait, c'est un télescope qui est le fruit d'un travail énorme de la part de la NASA, l'agence spatiale américaine, l'ESA, l'agence spatiale européenne, et puis l'agence spatiale canadienne, le CSA. Et en fait, pourquoi ce télescope est intéressant? En fait, il est extrêmement puissant. Il va réussir à observer des galaxies, des étoiles extrêmement lointaines, même si elles sont très faiblement lumineuses et très lointaines. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? En fait, l'essentiel des points que vous voyez sur cette image, ce sont des galaxies. Il y en a notamment 3 que l'on voit sur le devant de la... pardon, 3. Il y en a 5, il y en a 1, 2, 3,
4 et 5, donc il y en a 2 qui vont pas tarder à fusionner. Pas tarder, c'est dans une échelle cosmologique, donc on parle probablement de plusieurs millions d'années. Mais ce sont les galaxies. Donc la première question qu'on va poser ce soir, c'est à votre avis, qu'est-ce qui est l'élément principal qui compose les galaxies? On a différentes options, vous pouvez regarder maintenant, puis on va discuter un petit peu des résultats. J'ai pas dit qu'il y avait des questions. Super. Merci pour vos réponses. Vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. En fait, j'avais pas... Donc, on a eu des réponses à propos du vide, des étoiles et de la matière noire. C'est les 3 gagnants sur le podium ce soir. Alors, vous avez tous un peu raison. Mais l'élément principal, c'est la matière noire. On va y revenir. Commençons par les étoiles. En fait, c'est les étoiles qui expliquent que ces galaxies, ici, à l'avant de l'image, elles ressemblent un petit peu à des nuages de fumée. Parce qu'il y a tellement d'étoiles dans les galaxies qu'on ne peut pas les distinguer. L'idée, c'est un petit peu donc, comme un nuage de fumée ou de la vapeur d'eau. C'est constitué d'une énorme quantité de gouttelettes qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais quand on passe la main dedans, on se rend compte que la main est recouverte d'eau. Donc on se rend compte que c'est plein de petits éléments qui composent. Donc ça, c'est ce qui explique cette forme un petit peu en nuage des galaxies. L'autre élément principal, en fait l'élément majoritaire des galaxies, ça va être la matière noire. La matière noire, on ne sait pas exactement ce que c'est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'interagit que gravitationnellement avec les éléments de l'univers. Elle n'émet pas de lumière, donc elle est extrêmement difficile à observer. Et en fait, on pourra l'observer qu'indirectement. Et puis vous avez répondu le vide aussi, et c'est tout à fait vrai. C'est très vide, en fait, l'univers, même si on ne peut pas vraiment dire que c'est un élément d'une galaxie. Mais par exemple, un exemple qu'on utilise souvent, c'est qu'en dehors de l'atmosphère terrestre, on a à peu près un atome par pouce, par centimètre cube. Donc c'est à peu près la taille de votre pouce. Alors que sur Terre, c'est en moyenne 10 milliards de milliards de milliards. Donc juste pour vous rendre compte un petit peu de à quel point l'univers est vraiment vide. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a sur cette image? On a des étoiles. En fait, les étoiles, c'est les petits points qu'on voit à l'avant. Et ici, elles sont tellement proches et tellement lumineuses dans le miroir du James Webb Telescope, qui est ici, qu'elles vont former cette espèce de croix, cette forme en croix. Ça s'appelle une aigrette de diffraction. C'est un mot un petit peu compliqué, même s'il est assez joli à mon avis. Et ça correspond à un phénomène qu'on appelle la diffraction. Donc quand la lumière, elle touche, elle se reflète sur un élément, l'image que l'on obtient, elle va dépendre de la géométrie de cet objet. Et donc pour le James Webb Telescope, comme vous le voyez ici, son miroir, c'est un hexagone. Donc en fait, c'est pour ça que l'image que l'on va voir, ça va être une étoile à 6 branches. Et c'est pour la même raison que nous, quand on était enfant, on a tous dessiné une étoile comme celle-ci, un petit peu une étoile à 5 ou 6 branches. C'est parce que notre rétine, elle a des irrégularités, et que quand la lumière se reflète sur ces irrégularités, ça donne une étoile à 5 branches plutôt que juste un petit point dans le ciel. Voilà. Donc revenons-en aux objets que l'on trouve dans l'univers. On a parlé des étoiles, on a parlé des galaxies. Lesquels manquent sur cette photo? Vous avez probablement entendu parler des trous noirs. Et les trous noirs, on ne peut pas les voir. Donc c'est normal qu'ils ne soient pas sur cette photo. Tout le monde est d'accord avec ça? Ah, tout à fait, exactement. Et ainsi, on peut voir les trous noirs. On ne peut pas les voir directement, mais on peut voir la lumière émise par la matière qui est en train de tomber dans le trou noir. Donc ça, c'est une image qui a été prise par la collaboration Event Horizon il n'y a pas très longtemps, il y a juste à peu près 3 ans. Et la collaboration Event Horizon, elle met en réseau des télescopes radio, on reparlera de ce que c'est, tout autour de la Terre pour obtenir un télescope qui fait à peu près la taille de la Terre. Et cela, ça leur permet d'observer des objets extrêmement lointains. Donc ce trou noir ici, c'est celui qui se trouve au centre de la galaxie Messier 87, du nom d'un charmant astronome lorrain. Et en fait, c'est une des galaxies les plus massives dans l'univers observable. Si vous vous intéressez si les trous noirs c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a une conférence demain donnée par Jean-Pierre Luminet à la Cité du Volcan qui leur est consacrée. Et puis pour revenir sur le thème de la table ronde à laquelle certains de vous ont participé, c'était les femmes en sciences.
Je voulais juste appuyer sur le fait que une des personnes qui a contribué au développement de l'algorithme qui a permis de reconstruire cette image à partir de toutes les observations de ces télescopes autour de la Terre, c'est une... Oh, j'oublie. Pardon, on en reparlera. C'est une femme. Elle s'appelle Katie Bauman et elle a fait ça quand elle était doctorante, donc quand elle était encore étudiante. Donc il y a vraiment des femmes en sciences qui font un travail merveilleux. Et pour en revenir à cette histoire de bagel, vous vous demandez peut-être ce que je voulais dire. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que ce trou noir il ressemblait à un donut. Et en fait, moi, comme j'habite à Montréal, et à Montréal on fait des bagels, je dis toujours que ça ressemble à un bagel, c'est une espèce de petit pain. Voilà. Alors, la collaboration Event Horizon, elle a fait d'autres observations depuis, et notamment cette année, elle a donné la première image du trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie. Et ces trous noirs, qu'on appelle les trous noirs supermassifs, parce qu'ils font la masse de plusieurs millions de soleils, on s'attend à ce qu'il y en ait un dans chaque galaxie. Donc c'est normal qu'il y en ait un au centre de notre galaxie. Et en fait, cette espèce de cercle lumineux qu'on voit vraiment, c'est la matière qui est en train de tomber dans le trou noir. Et ça va tellement vite, c'est un phénomène tellement violent que ça émet de la lumière. L'idée, c'est un petit peu comme quand vous êtes sur un vélo, par exemple, et que vous tombez de votre vélo, ça va râper la peau, ça va la faire chauffer. Et c'est ce qui se passe exactement pour la matière qui tombe dans ce trou noir. Donc, qu'y a-t-il dans l'univers? On a vu les galaxies, les étoiles, les trous noirs. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a des planètes dans notre système solaire, et puis les exoplanètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Il y a des choses dont on perçoit le signal, mais qu'on ne comprend pas, des sursauts gamma, des sursauts radiorapides. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Mais tout ça, moi, en fait, ça ne m'intéresse pas vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les plus grandes échelles. C'est vraiment essayer de comprendre l'univers dans son ensemble, son histoire, son évolution, comment on en est arrivé à ce qu'on observe aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la cosmologie. C'est un domaine de l'astrophysique. Et l'idée, c'est de comprendre comment l'univers est organisé. Donc là, c'est un petit peu schématique, mais on ne veut pas savoir exactement ce qui se passe au sein de cette galaxie M87. On veut savoir comment elle s'organise par rapport aux autres. Et en fait, on se rend compte que l'organisation n'est pas totalement aléatoire. Alors, c'est pas aussi joli que ça, hein, évidemment. Je pense qu'on aurait tous remarqué dans le ciel si le ciel ressemblait à ça. Mais c'est quand même quelque chose d'assez élégant. Et en fait, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la toile cosmique. Donc, vous voyez, on appelle ça toile cosmique parce que ça ressemble à une toile d'araignée, évidemment. Vous en avez peut-être entendu parler également si vous êtes allé à la conférence d'Hélène Courtois plus tôt dans la semaine. Alors ça, c'est une simulation. Pour l'instant, on n'arrive pas à observer des objets suffisamment loin et puis à de suffisamment grande distance pour pouvoir mesurer, faire une image de quelque chose comme ça. Parce qu'il faut bien se rendre compte que la simulation, d'un bout à l'autre, elle fait 1,2 milliard d'années-lumière. C'est-à-dire que la lumière, elle mettrait 1,2 milliard d'années pour la traverser, cette simulation. Donc pour vous rendre compte, la lumière, par exemple, du Soleil, elle met 8 minutes à nous arriver. Proxima Centauri, qui est l'étoile qui est la plus proche de notre système solaire, après le Soleil évidemment, elle est à 4,2 années-lumière. Et là, on parle de milliards d'années-lumière. Donc c'est vraiment immense. Et la deuxième question de ce soir est liée à cette histoire d'échelle. La question, c'est sur cette image simulée de l'univers, quelle serait la taille sur l'écran du système solaire? Donc en comparaison avec ces points là et puis ces espèces de filaments, quelle serait la taille du système solaire? Alors je vous donne quelques secondes pour répondre. Pas grand chose. Un pixel plus petit, c'est clair, c'est un pixel. C'est plus petit qu'un pixel. Un pixel, Ouais, c'est beaucoup de débat. Ah, d'accord. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris la question. Tu peux peut-être la réexpliciter. Oui, bien sûr. Alors la question c'est, donc vous voyez tous ces filaments, c'est des petits éléments de l'univers. Ici on voit l'univers. Et si on essayait de représenter le système solaire sur cette image, quelle taille il aurait en fait par rapport à ces objets? Quelle serait la différence de taille entre ces objets-là
Donc sachant que toute la simulation a fait 1,2 milliard d'années-lumière, en comparaison, quelle taille fait le système solaire? L'écran il fait 15 mètres. Donc 15 mètres, c'est 1,2 milliard d'années-lumière, mais alors la taille du système solaire, c'est combien de mètres? Donc nous avons 130 réponses sur les 200 personnes connectées. Et vous avez en grande majorité répondu la taille d'un atome. Est-ce la bonne réponse? Bravo! Bravo! Donc ça permet de se rendre compte un petit peu des tailles avec lesquelles on travaille en cosmologie. C'est vraiment des choses énormes. Donc en fait, un atome, évidemment, on ne le verrait pas sur l'écran. Enfin, là, il y en a des milliards des atomes, mais on ne peut pas les distinguer. Alors, ce qui est important de noter aussi sur cette simulation, sur cette image, c'est qu'en fait, tous les points qu'on voit là, puis les petits filaments, mais surtout, par exemple, les nœuds ici, ils sont composés de millions de galaxies. Donc, encore une fois, c'est vraiment des choses énormes, immenses. Nous, notre galaxie, c'est la Voie lactée, et quand on la voit dans le ciel, on se rend déjà compte d'à quel point elle est grande. Mais c'est aussi une image de l'univers adulte, tel qu'il est aujourd'hui, ou tel qu'on pense qu'il est, parce que c'est une simulation, à peu de choses près. Et nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment on en est arrivé là. Alors, pour comprendre ça, il faut prendre en compte ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. C'est un concept que vous avez peut-être déjà entendu, mais on va l'explorer ensemble. En fait, c'est quelque chose qui a été découvert par l'astronome Edwin Hubble, vous le voyez ici sur la photo avec son télescope. Et il s'est rendu compte que les galaxies, elles s'éloignent les unes des autres, et pas seulement les unes des autres, mais aussi à une vitesse qui est approximativement proportionnelle à leur distance. En fait, c'est une loi qu'on appelle la loi de Hubble-Lemaître, parce que l'abbé Georges Lemaître, qui était un abbé français, avait prédit cette loi à peu près 2 ans avant Hubble, en 1927, théoriquement, mais il n'a pas obtenu la renommée qu'il méritait pour ça, peut-être. Donc d'ailleurs, une petite question vous claque encore à ce sujet, avant qu'on explore l'expansion de l'univers. C'est quel prix Nobel a récompensé la découverte de l'accélération de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que l'univers il s'étend, on va en discuter, cette distance elle augmente, mais elle augmente de plus en plus vite. Plus le temps passe et plus l'univers grossit à une vitesse importante. Donc les options, il y a plusieurs options. Les options sont 1880, on demande donc l'année du prix Nobel qui récompense cette découverte. 1880, 1908, 1956, 2011. Et on a à chaque fois rajouté je n'ai pas d'idée parce qu'en science on n'a pas toujours la réponse. Donc on a le droit de ne pas savoir si par ailleurs on essaie de la trouver. C'est 56, vous savez. 56. Donc nous avons une centaine de réponses qui commencent à arriver et donc à peu près 50% de réponses, vous n'aviez droit qu'à un choix, c'est 1956, 26% 2011 et 13% 1908. Donc première réponse, 1956. Bon, déjà c'est bien, ça veut dire que la plupart m'écoutent parce que je viens de dire que le maître avait prédit ça en 1927. Donc ça veut dire que c'était après 1927. En fait la réponse c'est 2011. C'est très récent. C'est bien que vous soyez impliqués. Non, c'est vraiment quelque chose de très récent et ça prouve que la cosmologie, c'est vraiment un sujet moderne de la physique. C'est quelque chose qui est en constant développement, voire en accélération, peut-être comme l'expansion de l'univers. Et il y a de plus en plus de choses qui sont faites aujourd'hui et qui sont découvertes. On va en parler également. Donc pour mieux comprendre ce phénomène d'expansion de l'univers, j'aime bien prendre l'analogie d'une brioche. Donc une brioche aux pépites de chocolat, il y en a qui disent au grain de raisin, mais moi j'aime pas trop ça, donc on va dire aux pépites de chocolat. Et donc on imagine la brioche dans un univers passé, on la met au four, et quand elle grossit au four, quand elle gonfle, quand elle monte, en fait tous les grains de chocolat, toutes les pépites de chocolat vont s'éloigner les uns des autres. C'est pas tous les grains qui vont s'éloigner d'un point central, qui serait par exemple nous dans une brioche qui serait l'univers. C'est tous les points s'éloignent les uns des autres. Et donc, quelle que soit la pépite, en fait, sur laquelle on est,
la situation sera la même. On verra exactement la même chose. Et dans le cas de l'univers, c'est l'espace entre les galaxies qui s'étire plutôt que l'univers qui grossirait dans quelque chose d'autre. Donc c'est le sujet de la question suivante. Beaucoup de questions sur cette slide parce que c'est un concept un petit peu compliqué. Et donc la nouvelle question c'est: dans quoi s'étend l'univers en expansion? Il y a plusieurs options aussi. Dans une énorme brioche, à l'évidence. Dans un éther, c'est un milieu. Dans rien, c'est l'univers qui attire son espace-temps, et je ne sais pas. 4 choix. Est-ce qu'on peut avoir le code de l'événement de Ah oui, tu peux remettre les slides. Ah, je peux remettre. On va vous le remettre. Oui, c'est ça. Soit vous flashez le QR code, soit vous tapez wooclap.com et le code c'est Histoire Univers. Ah ben ça par contre tu peux le prendre sur ton portable. Ça. Ok. Alors, quelles sont les réponses, Hervé? Les réponses de notre cher public, c'est quasiment 90%. Dans rien, c'est l'univers qui étire son espace-temps. Il y a quand même, je dois dire, 4 personnes très courageuses qui ont voté dans une énorme brioche. On aimerait bien, mais malheureusement. Très bien, donc la plupart de vous, vous avez raison, exactement. L'univers étire son propre espace-temps, et c'est pour ça que la question d'un peu quelle taille fait l'univers est une question compliquée à répondre, parce que il fait la taille de tout. On pourra en parler si vous voulez. D'accord, alors, maintenant on sait que l'univers est en expansion. Mais si on rembobine l'histoire, ça veut dire qu'aujourd'hui il est très grand, il s'est étendu, donc par le passé il était tout petit. Donc quand l'univers était très jeune, il était tout petit. Ensuite, il y a un deuxième concept à considérer, c'est qu'une dilution, c'est un refroidissement. Vous avez peut-être tous remarqué ça si vous faites de la crème chantilly. Quand on touche après la bombe de gaz, je ne sais plus comment ça s'appelle, le siphon, il est extrêmement froid. C'est parce que le gaz qui était dedans s'est dilué et ça rend les choses très froides. Donc ça veut dire que si l'univers présent est grand et froid, l'univers passé, il devait être très petit et très chaud. Oups, voilà, c'est ce que je représente ici. Et en fait, il est tellement chaud qu'il forme comme un plasma, okay, comme une lave. À cette époque, les éléments de matière qui formeront plus tard les atomes que l'on a sur Terre aujourd'hui, donc les protons et les électrons qui sont chargés, ils sont libres. Ils se promènent un peu dans tous les sens, comme il fait très chaud, et sont très agités. Et puis les photons, qui sont des particules qui transmettent la lumière, ils vont rebondir sur ces particules chargées et ils vont rester coincés dans ce plasma. D'accord ? C'est un peu comme une fumée, en fait. Quand on ne voit pas la lumière à travers la fumée, c'est parce que les photons n'arrivent pas à la traverser. D'accord ? Donc on ne voit pas ce qu'il y a derrière. On parle d'un milieu opaque. Mais quand l'univers refroidit, en fait, les protons et les électrons, ils vont s'unir, ils vont se mettre en couple un peu, si vous voulez, pour former des atomes neutres. Donc ici, c'est l'atome le plus simple, l'atome d'hydrogène. Et les photons, ils ne vont plus rebondir sur ces éléments. Ils vont pouvoir passer tranquillement. On dit qu'ils se diffusent jusqu'à nous, jusqu'à aujourd'hui, puis jusqu'aux satellites qui les observent. D'accord ? Donc l'idée, c'est encore une fois que la fumée de l'univers jeune s'est dissipée avec l'expansion de l'univers pour former un milieu transparent. Et cette lumière qui nous parvient aujourd'hui, donc là c'est vous dites mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter ? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que cette lumière qui nous parvient, qui arrive jusqu'à nous, on l'appelle le fond diffus cosmologique. Et c'est de la lumière fossile du Big Bang, comme un écho du Big Bang, qui nous permet de savoir comment l'univers était quand il était très jeune, au moment où ces photons ont réussi à s'échapper de ce plasma. D'accord ? Alors, quelques petites choses à savoir sur ce fond diffus cosmologique, on va beaucoup en parler ce soir. La première chose, c'est qu'il a été émis quand l'univers avait 380 000 ans. Donc ça paraît beaucoup comme ça, mais en comparaison de l'âge de l'univers c'est à peu près 14
milliards d'années, 13,8 milliards d'années. C'est vraiment rien du tout. Ça représente par exemple 15 heures dans la vie d'un sexagénaire. Donc c'est vraiment que l'univers est extrêmement jeune. L'autre chose à retenir, c'est que le fond diffus cosmologique est émis quand l'univers a uniquement 1/1000 de sa taille actuelle. Donc il est minuscule. Et il a une température de 3000 Kelvin. Kelvin, c'est une unité pour mesurer les températures qu'on aime bien utiliser en physique. Mais ça correspond à peu près à 2700 degrés Celsius. Donc c'est vraiment extrêmement chaud. Et en fait, ce signal, c'est pas juste une théorie. Il a été observé. Mais il a été observé de manière un petit peu fortuite en 1964 par ces deux messieurs-là, Robert Wilson et Arno Penzias, qui ont observé un bruit de fond dans leurs observations. Eux, tout ce qu'ils voulaient faire avec leur télescope, c'était communiquer avec des satellites de télécommunication qui étaient en orbite autour de la Terre. Mais ils obtiennent un bruit qui pollue leurs observations. Et en fait, c'est un bruit, même nous, on pouvait le voir à l'époque quand on avait des télés à tube cathodique, vous avez des énormes télés qui remplissaient tout notre salon. Et bien, quand on avait un peu de bruit comme ça entre deux chaînes, une partie de ce bruit, c'était le fond diffus cosmologique. Malheureusement, ça ne marche plus avec les télés à écran plasma. Donc, on ne peut plus briller en société quand on a des voisins. Mais donc, ces deux messieurs, dans leurs observations, ils observent cet excès de signal. Ils refont la manipulation, l'expérience plusieurs fois pour être sûr que c'est bien toujours là. Ils vont attendre 6 mois, par exemple, que la Terre fasse la moitié de son orbite autour du Soleil pour voir si ce n'était pas quelque chose qui était dans le ciel et qu'ils observaient. Ils envoient des gens nettoyer le télescope parce qu'il y avait des nids de pigeons sur le télescope. Donc ils se sont dit soit on a fait une super découverte cosmologique, soit c'est juste des pigeons qui sont en train de roucouler. Et en fait, non. Ça reste, le signal est toujours là. En fait, il est bien homogène, il est là, il vient de toutes les directions. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils téléphonent à leurs voisins, qui font de la théorie à Princeton, parce que tout ça, ça se passe aux États-Unis. Et donc, ce monsieur-là, Robert Dickey, apparemment, quand il raccroche le téléphone, il aurait dit à ses copains « Boys, we've been scooped », ce qui se traduit un petit peu par « Les gars, on s'est fait devancer ». Parce que ces mecs-là, qui étaient assez malins aussi quand même, ils étaient en train de construire un radiotélescope exactement pour observer ce signal, pour observer la lumière fossile du Big Bang, le fond diffus cosmologique. Donc ils ont pu leur dire à Penzias et Wilson, ben oui, nous on sait exactement ce que c'est le fond diffus cosmologique, mais on aurait bien voulu l'observer nous-mêmes. Donc cette découverte, en fait, elle a valu le prix Nobel en 1978 à Penzias et Wilson. Et puis les messieurs qui ont fait l'interprétation, eux, ils n'ont rien eu du tout. Donc en comprend, ils étaient un peu déçus. Alors pourquoi cette découverte, c'est une découverte importante? Parce qu'en fait, observer le fond diffus cosmologique, ça va vraiment confirmer le scénario du Big Bang et l'image que l'on a de l'univers à l'époque, cette image d'un univers en expansion que Hubble et Lemaitre avaient proposé. Et en fait, il a fallu attendre un petit peu COBE, donc il y a un satellite américain, dans les années 90, pour conforter, vraiment confirmer l'existence de ce fond diffus cosmologique. Donc COBE, c'est un satellite, vous envoyez une petite image là, qui était en orbite pas loin de la Terre, et il a mesuré l'intensité de ce signal, cette fois pas juste sur un petit coin de Terre, mais sur tout le ciel. Parce que comme il est en dehors de la Terre, il n'est pas sur un hémisphère, il n'est pas limité à la moitié du ciel, il peut vraiment tout voir. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette forme un petit peu en ballon de rugby. Ça représente juste le fait qu'il a pu voir tout le ciel dans toutes les directions. C'est un peu comme un planisphère. Parfois on voit des planisphères qui ont une forme de ballon de rugby. Donc en fait, avec ça, il a bien confirmé, COBE nous a permis de vérifier que le fond diffus cosmologique, c'est un signal homogène et isotrope. Ça veut dire que c'est le même partout et il vient de toutes les directions. C'est tellement homogène et isotrope que, en fait, ce ballon de rugby, j'aurais pu le dessiner moi-même avec PowerPoint et puis mettre remplir en orange. Vous y auriez vu que du feu, parce que ça, c'est la vraie observation, mais c'est vraiment extrêmement homogène. Voilà. Par ailleurs, comment est-ce que ce signal, ça permet de confirmer la théorie de l'expansion de l'univers? Parce qu'en fait, avec l'intensité du signal qu'on a ici, on peut remonter à sa température, à la température du ciel. Et quand on fait ça, on mesure à peu près 3 Kelvin, donc moins 270 degrés. Et souvenez-vous
Tout à l'heure, je vous ai dit que le fond diffus cosmologique, il avait été émis quand l'univers faisait 2700 degrés. Donc il était extrêmement chaud. Et aujourd'hui, il n'en fait plus que moins 270. Et l'explication qu'on peut trouver, encore une fois, c'est l'expansion de l'univers. Depuis que le fond diffus cosmologique a été émis, l'univers s'est étendu, il s'est refroidi, jusqu'à aujourd'hui avoir une température d'à peu près de moins 270 degrés. Oui, une question? Oui, bien sûr. Il y a des questions, c'est le bon moment. Ah, avec plaisir. Il y a quelqu'un qui demande si y a-t-il un consensus sur le Big Bang. Je te l'ai fait. Tu as parlé d'électrons et de protons. On a une question sur les neutrons. Est-ce qu'ils jouent un rôle dans cette recombinaison? Et une troisième peut-être. L'univers s'étend d'environ combien? Est-ce qu'on a une idée de quantitative de combien il s'étend? D'accord. Alors, c'est beaucoup de questions. Il va falloir que tu me La première, c'est le Big Bang, c'est ça? Ok. Alors, le nom de Big Bang, c'est un nom un peu dépréciatif. On l'avait donné à la base à la théorie de Lemaitre, d'ailleurs, parce qu'on n'y croyait pas du tout. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt admis parmi les cosmologistes. Mais on se demande un petit peu comment ça s'est passé. On essaie aussi de remonter à ce qui s'est passé avant le Big Bang, et puis comment on est arrivé d'un petit point jusqu'à l'univers qu'on a aujourd'hui, qui est absolument immense. Donc il y a différentes théories, par exemple la théorie de l'inflation, qui est assez connue, et puis d'ailleurs, ces observations ne sont pas exactement celles-ci, mais celles que je vais montrer dans quelques minutes. Elles permettent aussi d'avoir une meilleure idée, de pouvoir confronter ces théories aux observations pour s'assurer de leur véracité, pour se convaincre qu'elles font sens. La deuxième question, c'était les neutrons. Alors, il y a effectivement des neutrons dans l'univers à cette époque. Mais en fait, ici, ils ne nous intéressent pas tellement, parce que ce qui nous intéresse, c'est que ces photons, ils vont rebondir sur les particules chargées. En fait, les neutrons, c'est une particule qui n'a pas de charge. Ce n'est pas un plus, c'est pas un moins. Et donc, le fait qu'ils soient là, en fait, ça change pas grand-chose. Mais en proportion, par exemple, ici, ces atomes... Voilà. Ici, les atomes qu'on a formés, c'est des atomes d'hydrogène, donc c'est vraiment juste un proton, un électron, c'est les atomes les plus simples qu'on puisse former. Quand on ajoute un neutron, on forme un autre atome, et en fait, il y en a beaucoup moins que de l'hydrogène dans l'univers. Donc c'est pour ça aussi qu'on se concentre sur ce cas de figure un petit peu simplifié. Voilà. Et la dernière question... C'était de combien l'univers s'étend? Je pense que c'est lié à la constante de Hubble. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, pour répondre à la question, il faut penser à la constante de Hubble. Alors, c'est pas celui-là, c'est un autre vieux monsieur avec un télescope. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. La constante de Hubble, elle nous dit à quelle vitesse les étoiles, les galaxies, s'éloignent les unes des autres. Donc, c'est ça qui nous permet de mesurer un petit peu la vitesse d'expansion de l'univers. Comme je vous l'ai dit, elle augmente avec le temps, cette vitesse, c'est une expansion accélérée. Donc la valeur de la constante de Hubble aujourd'hui, il y a quelques débats, mais en gros, c'est à peu près 70 km/h par mégaparsec. Donc ça veut dire, le mégaparsec, c'est une unité qu'on utilise en cosmologie, c'est pas que dans Star Wars, les scientifiques l'utilisent aussi. Je ne saurais plus dire exactement à quoi ça correspond, mètre. C'est très gros. Notre galaxie, par exemple, qui est déjà immense, elle fait à peu près un dixième de mégaparsec. Donc c'est vraiment quelque chose d'immense. Mais donc cette mesure, ça veut dire qu'une galaxie qui a 1 mégaparsec de nous, donc à 100 galaxies de nous un petit peu, elle va s'éloigner de nous à une vitesse de 70 km. Kilomètres par seconde. Par seconde, oui, pardon. Tout à fait. Donc c'est extrêmement rapide. On aura d'autres questions, on les regarde pour plus tard. Vous pouvez toujours les poser et on fera des dégroupes et puis on vous donnera la parole après. Ok. Alors revenons-en à notre grosse citrouille. Donc ça, c'est la température moyenne du fond diffus cosmologique. Mais ce n'est pas la seule façon dont on peut utiliser ces observations pour en apprendre plus sur l'univers. En fait, si on soustrait cette moyenne, on se rend compte que tout n'est pas si homogène. Il y a en fait des petites variations de température, ici et là, qu'on appelle des fluctuations de température. Et ça, c'est une carte de ces fluctuations, donc celle qui a été mesurée par Kobe en 1992.
Et les points que vous voyez, c'est les différences de température. Donc les points bleus, c'est que le ciel est un petit peu plus froid dans cette direction. Les points jaunes, c'est que le ciel est un petit peu plus chaud. Et on a pu mesurer cette température avec plusieurs missions spatiales, avec une résolution accrue à chaque fois. Donc ça, c'était COBE en 92. Après, on a eu WMAP, qui est aussi un satellite de la NASA en 2003. Donc vous voyez déjà, on voit des structures un petit peu plus détaillées. Et puis enfin, on a eu Planck, qui est un satellite européen dans les années 2000. Donc ça permet un petit peu de se rendre compte des progrès vraiment faits d'une mission spatiale à l'autre à chaque fois en 10 ans. Et pourquoi ils nous intéressent, ces petits points chauds? Parce qu'on va pouvoir après les relier par exemple à la formation d'une galaxie. On va en reparler. Alors je vais vous mettre juste une petite vidéo de Planck qui prend ces données parce que je trouve que ça permet de se rendre compte un petit peu mieux de comment on obtient ces cartes du ciel. Donc là il est en train de voler joyeusement en orbite autour de son point de Lagrange. Hop. Et donc voilà, il fait des images du ciel en tournant sur lui-même. Et on obtient une sphère, donc de ce qu'on observe dans toutes les directions. Et pour représenter cette sphère à plat, on en fait un espèce de ballon de rugby. Et une fois qu'on a enlevé toutes les pollutions, toutes les choses qu'on n'avait pas envie de voir, vous avez peut-être vu un petit peu avant que ça change, c'était la galaxie par exemple, au milieu, quelque chose qu'on ne veut pas voir, on obtient cette jolie carte du ciel. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair aussi à quoi tout ça correspond. Ah, question, vas-y. Isotrope. Ah, très bien. Isotrope, ça veut dire qu'il n'y a pas de direction privilégiée. Donc, c'est-à-dire que ce signal, par exemple, il va être émis dans toutes les directions, mais pas particulièrement vers nous. Okay, il va un peu dans tous les sens. On dit la même chose de l'univers. L'univers, il est isotrope. C'est-à-dire qu'il y a pareil, il n'y a pas une direction privilégiée, il n'est pas en expansion vers quelque chose. On n'est pas au centre de l'univers et puis toutes les choses se déplacent vers nous. C'est un peu la même chose, quelle que soit la direction dans laquelle on regarde. C'est ça que ça veut dire isotrope. Merci pour la question. Ok. Alors, revenons-en aux résultats. Là, on compare encore une fois ce que COBE, WMAP et Planck ont vu. Donc, vous voyez qu'il y a certaines régions plus chaudes, en orange et en rouge, certaines régions plus froides, en bleu. Donc, tout ça, ça veut dire que c'est plus chaud ou plus froid que la moyenne. Souvenez-vous, c'était moins 270 degrés, donc c'était quand même très froid. Et ces petites fluctuations, elles sont vraiment infimes. C'est vraiment des variations minuscules par rapport à la vitesse moyenne, parce que c'est à peu près 1/100 de millième. Donc c'est vraiment tout petit. Mais pourtant, on peut apprendre plein de choses de ces cartes, même si c'est minuscule. En fait, chaque niveau de résolution va nous apprendre des choses différentes sur l'univers, par exemple la quantité de matière ou sa vitesse d'expansion. Et alors comment on fait ça pour obtenir de l'information cosmologique à partir d'une map comme ça? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on résume cette information qui est faite de millions et de millions de pixels, des cartes avec énormément de pixels, dans un objet mathématique qui va nous permettre de décrire tout ceci simplement. Okay, ça va permettre aussi de comparer facilement les observations à la théorie. Vous voyez ici que les points rouges, c'est ce que Planck a mesuré, et puis le point bleu, c'est le modèle pour lequel, qui est le plus probable, qui correspond le mieux à ces observations. On va en parler. Donc COBE, il a permis de mesurer cette zone du spectre, tout ça, donc c'est une histoire un peu de résolution, il a permis de mesurer cette résolution, cette partie du spectre. Tout ça, on appelle ça un spectre de puissance. Mais bon, vous n'avez pas forcément besoin de retenir le terme technique. WMAP, il a ajouté cette partie-là du spectre avec les 3 gros pics que vous voyez. Et puis Planck, il a permis de mesurer tout ça avec une précision incroyable et puis de rajouter les petites dernières vagues sur la fin de ce spectre. Donc ça a permis vraiment de connaître le fond diffus cosmologique dans ses plus infimes détails. Alors pour vous donner un exemple de ce qu'on peut apprendre avec ce pic, avec ce spectre, par exemple la pente que l'on a ici, ça descend un petit peu, c'est très léger, mais ça descend un petit peu comme ça. Ça nous renseigne sur l'accélération de l'expansion de l'univers. Si c'était tout plat, il n'y aurait pas d'accélération, la vitesse serait tout le temps la même. Donc il y aurait quand même expansion, mais ce serait tout le temps la même. Ce serait toujours 70 km/s par mégaparsec. Par ailleurs, par exemple, ces pics ici, là, la différence de hauteur entre les deux premiers pics,
ça nous renseigne sur la quantité de matière dans l'univers. On va en reparler un petit peu aussi des différents composants de l'univers. Et en fait, on a besoin de ce spectre pour plusieurs raisons. Premièrement, donc, pour décrire ces cartes, pour avoir une description statistique de ces cartes. Ça veut dire pour résumer toute l'information qu'elles contiennent, et puis je vous l'ai dit, pour comparer à des modèles théoriques. Donc voilà ce qu'on fait en fait. On a des hypothèses et on les confronte aux données. Nos hypothèses, c'est celle du modèle cosmologique. On essaie de comprendre, de mesurer ces paramètres cosmologiques. Et ceux-là, ils nous disent en fait à peu près de quoi est composé l'univers, et puis nous renseignent aussi sur la vitesse d'expansion de l'univers, sur son âge. D'accord ? Donc pour chacun de ces, pour chaque théorie, on peut calculer un modèle, d'accord ? Calculer un de ces spectres. Donc on va en calculer des millions et des millions pour tester un peu tout ce qui est possible, tout ce qu'on pourrait imaginer, si vous voulez. Si vous avez votre propre modèle, vous pourriez calculer ça et puis le comparer aux données de Planck qui correspondent à cette carte ici. Et parmi ces millions de modèles, on choisit celui qui correspond le mieux aux données et on dit, bon, bah, ça doit être qu'on sache la vérité. Donc ça nous renseigne sur les composants de l'univers. Ici, vous voyez un petit camembert sur les différents composants de l'univers. Donc il y a quelque chose qui est clairement majoritaire, 68%, quelque chose qui est à 27%, et puis quelque chose qui est clairement minoritaire à 5%. Donc dans la prochaine question, je voudrais que vous me disiez quel est ce composant A, quel est l'élément majoritaire qui compose notre univers. Est-ce qu'on peut mettre le QR code? Il y a des gens qui demandent très bien. Se reconnecter. Le code, c'est histoire univers, voilà, c'est ça. Vous pouvez flasher si vous ne l'avez pas déjà fait. Et la question, c'est quel est le composant principal de l'univers, qui compose l'univers à 67%. Outre les gastronomes de la nous avons des réponses, une très très large majorité pour la matière noire, ensuite l'énergie noire, et vraiment quelques votes, donc des gastronomes, de la matière ordinaire et pas d'idée. Donc matière noire en 1 et énergie noire en 2 selon les votes. Pas mal. Bon, bah, je me suis spoilée toute seule en me trompant sur la... Mais bon. Oui, effectivement, le composant principal, c'est l'énergie sombre. L'énergie sombre, c'est ce qui explique, entre guillemets, l'accélération de l'expansion de l'univers. C'est à cause d'elle que cette expansion a accéléré et on ne sait absolument pas ce que c'est. Donc si vous avez des idées, vous pourriez les soumettre. On sait juste qu'on en a besoin pour que nos modèles ils correspondent à cette théorie. Donc, par exemple, pour avoir cette petite courbe ici qui descend, mais on ne sait pas du tout ce que c'est. C'est vraiment un sujet de recherche extrêmement actif. Pour les autres composants, on voit la matière noire, on en a déjà parlé. Pareil, on ne sait pas exactement ce que c'est, on sait qu'elle ne peut interagir que gravitationnellement via sa masse avec les autres composants de l'univers, elle n'émet pas de lumière. Et puis la matière ordinaire, là, c'est juste 5%. Donc, il n'y a que 5% de ce qui compose l'univers qui correspond à ce que l'on connaît, aux atomes que l'on a sur Terre, à la matière telle qu'elle est sur Terre. Donc, c'est vraiment tout petit. Et tout le reste, les 95% qui restent, en fait, on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Donc, il y a encore beaucoup de questions en cosmologie dont on aimerait connaître la réponse. Je mentionne aussi l'âge de l'univers. Donc, on l'avait dit tout à l'heure, c'est 13,8 milliards d'années. Et en fait, les mesures de Planck, là, donc cette carte et ce spectre, ça permet de connaître extrêmement précisément l'âge de l'univers. En fait, on a cette valeur avec une précision de 0,15%. Donc c'est vraiment extrêmement précis. Donc ça doit être à peu près millions d'années. Oui. C'est possible, deux questions, une pour maintenant, une pour tout à l'heure. Maintenant, c'est à quoi correspond le multipôle. D'accord. Et celle pour tout à l'heure, et je crois que la question, on peut la poser à toute l'assistance, parce que je ne sais pas si toi et moi avons la réponse. C'est Adèle 8 ans qui pose la question de pourquoi ça s'appelle l'univers. Je vous laisse méditer cette question. Voilà. On y reprend peut-être tout à l'heure ou pas.
Du coup, la question sur le multipôle, c'est d'accord. Alors, allons-y, c'est parti. Pardon? Oui. C'est un petit peu l'échelle, en fait. Tout à l'heure, je vous ai dit que ça correspondait à la résolution, d'accord? Donc, c'est à peu près la moitié de la taille d'ancienne. Donc, par exemple, ici, Planck, il a mesuré ces petits points-là, et on voit qu'il a une très bonne résolution. Donc, il étudie tous ces petits points, et il dit, bon, est-ce qu'ils ont l'air d'être un peu distribués de manière aléatoire, ou est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer pourquoi ils sont là, et pas quelque part d'autre? Et ça, c'est ça qui nous donne cette partie du spectre. Quand on va à des plus petits multipôles, donc c'est 1 sur la taille d'ancienne, donc c'est-à-dire qu'on est sur des plus grandes échelles, des plus grandes distances d'ancienne, ou une résolution un petit peu plus faible, et bien c'est l'inverse. On regarde ces gros nuages de froid ou de chaud, et pareil, on se dit, est-ce qu'ils sont un peu là par hasard, ou est-ce qu'ils ont un sens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui les organise? Et c'est ça qu'on appelle le spectre de puissance, et plus il y a d'organisation entre ces petits points, entre ces échelles, plus l'intensité de ce spectre va être élevée, plus il va monter haut. Donc par exemple, ce pic-là, ça veut dire que les points qui sont à peu près à la taille de ce qu'observait Doppelmayr, mais ils ne sont pas distribués aléatoirement. C'est pas comme si on lançait des grains de riz par terre et puis ils se distribuaient au hasard, il n'y a pas vraiment d'explication. Ici, il y a vraiment une structure qu'on ne peut pas forcément voir à l'œil nu, mais qui veut dire quelque chose à propos de l'univers, et notamment, je vous l'ai dit, qui nous renseigne sur la quantité de matière dans l'univers, donc les 5% dont on a parlé. Et pourquoi ça s'appelle l'univers? Oui, ça c'est hors de mes compétences. Super, bon, j'espère que ça aide. Ok. Alors, l'analyse de ces cartes, ça permet de comprendre l'univers et sa composition jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça donne quelques pistes pour la formation des galaxies. Donc c'est des objets qu'on a aujourd'hui qui ont existé bien après l'émission de ce fond diffus cosmologique. Donc pour comprendre un petit peu comment on relie ces cartes aux galaxies qu'on voit aujourd'hui, il faut regarder cette chronologie. Donc ici on a une carte du fond diffus cosmologique, on reconnaît les petits points, enfin les régions bleues qui sont plus froides, et puis les régions jaunes ou vertes qui sont plus chaudes. Et en fait, une région plus chaude, ça va être une région plus dense. C'est-à-dire qu'il y a plus de matière. Une région plus froide, ça va être une région moins dense. Il y a moins de matière. Donc les régions plus chaudes, elles vont former comme des puits, dans lesquels la matière, elle va tomber du fait de la gravité. Peut-être vous savez que les choses lourdes, une chose lourde, elle va attirer ce qui l'entoure. C'est pour ça que nous, notre Terre, elle tourne autour du Soleil. C'est pour ça que la Lune, elle tourne autour de la Terre, parce que la Terre est beaucoup plus lourde que la Lune. Donc c'est ce qui va se passer aussi, on va former des petites cuvettes un peu, où il y aura quelque chose de très lourd en bas de la cuvette, et donc tout va tomber dans la cuvette. Donc on va former, la résolution n'est pas terrible, mais on va former des petits nuages comme ça, et il va y avoir de plus en plus de matière qui va tomber dedans, jusqu'à ce qu'il y en ait tellement que le nuage, on dit qu'il s'effondre sur lui-même, il est tellement lourd que sa propre gravité le fait s'effondrer sur lui-même, et ça crée des étoiles. D'accord? Et ces étoiles, eh ben, elles vont toutes être dans le même puits de gravité, et dans ce puits, on va former quelques galaxies. Donc c'est comme ça qu'on explique le fait qu'un point chaud sur ce fond diffus cosmologique, ça va correspondre un petit peu plus tard, c'est un peu difficile de faire vraiment le lien d'un à un, mais ça explique qu'il y aura une galaxie à peu près dans la même région du ciel que celle où on avait ce point chaud. Ok? Je vous laisse méditer une seconde. Alors, continuons. Donc cette évolution, un petit peu ce qu'on appelle la structuration de l'univers. Donc en fait, l'univers, encore une fois, c'est pas des galaxies qui sont distribuées un peu au hasard, qui sont envoyées par-ci, par-là. On l'a vu tout à l'heure avec l'image de la toile cosmique, il y a vraiment une structure, quelque chose qui explique que ces objets soient ici et pas à un autre endroit. Ils ne sont pas aléatoirement distribués. Mais donc, pour en arriver à l'univers actuel, qui est froid et très vide, vous vous souvenez, c'était à peu près un atome par volume de pouce, alors que sur Terre, on a 10 milliards, 2 milliards, 2 milliards, je crois que j'ai assez de zéros, d'atomes par volume de pouce. Et donc, c'est comme ça qu'on explique le passage. Et tout ça, ça m'amène
un petit peu à mes recherches à moi. Mes recherches, elles se situent exactement dans cette flèche-là. Elles se disent comment, donc, quand l'univers était très jeune, quand il y avait 380 000 ans, on était ici, on avait le fond diffus cosmologique. L'univers actuel, on est là, et on est froid, il est très vite. Et on peut l'observer, en tout cas pas à des échelles pareilles, mais on peut voir les galaxies qui nous entourent. Et comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Donc j'étudie vraiment la période entre ce fond diffus cosmologique et aujourd'hui. Et c'est une période qui correspond à la naissance des premières étoiles. Et donc je vais finir cette conférence en vous décrivant un petit peu mon travail. Donc ça c'est l'image du James Webb qu'on avait tout à l'heure. C'est joli, il y a plein de galaxies. En fait c'est très lumineux. Il y a beaucoup de galaxies et d'étoiles un peu partout. Mais avant la naissance des premières étoiles, après la diffusion du fond diffus cosmologique, mais avant que ces étoiles apparaissent, l'univers il ressemblait un petit peu à ça. C'est pas très sympa. Et c'est pour ça qu'on appelle cette époque les âges sombres. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi on a choisi ce nom. C'est pas comme le mot univers, c'est assez transparent. Mais c'est une période, on pense, c'est vraiment encore un sujet de recherche active, mais on pense qu'elle a duré à peu près 300 000 ans. Donc souvenez-vous, ça fait à peu près 15 heures dans la vie d'un sexagénaire par rapport à la vie de l'univers. Et puis on peut aussi comparer à l'âge de la Terre. L'âge de la Terre, c'est à peu près 4 milliards d'années. Donc c'est vraiment quelque chose de très très court. Et ces âges sombres, ils s'achèvent avec la naissance des premières étoiles pendant une période qu'on appelle le printemps cosmique, parce que ces étoiles, elles sont comme en train de bourgeonner. Et là, je vais vous montrer une petite simulation. Parce que c'est pareil, pour l'instant, on ne peut pas les observer, ces premières étoiles, donc on fait des simulations et on va voir ce qui se passe. Alors, est-ce que vous voyez un petit peu le bleu en fond? Ça forme comme des nuages, et c'est la matière dans l'univers très très jeune. À ce moment-là, c'est encore un peu le bazar, il n'y a pas vraiment de structure, donc ça forme un nuage. Ça va trop vite. 300 000 ans, c'est trop rapide ici. On recommence. Alors, donc, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans ces régions du ciel où il y a du gaz, donc ça va continuer à attirer plus de matière. On parle de gaz quand on parle de matière dans l'univers à cette époque, parce que ça ressemble vraiment à des nuages, à du brouillard. Et donc dans les régions où il y a de la matière, ça va en attirer encore plus, jusqu'à former des étoiles et puis des galaxies. Donc c'est cette période qu'on appelle le printemps cosmique. Mais à quoi elles ressemblaient, ces premières étoiles? Et ça, c'est vraiment le cœur de mes recherches. Pour vous rendre compte aussi de l'échelle, cette simulation encore, elle fait 1 milliard d'années-lumière. Donc c'est vraiment, encore une fois, immense. Alors pour comprendre un peu comment étaient ces premières étoiles, le plus facile, c'est de comparer avec l'étoile qu'on connaît la mieux. L'étoile qu'on connaît la mieux, on peut tous le dire encore, c'est le Soleil. Ouais, exactement. Donc là, on a une petite image du Soleil, elle a été prise récemment par un satellite de la NASA. Elle est plutôt mignonne parce qu'on dirait que le Soleil est souris. Ouais. C'est une vraie image. Et oui, d'ailleurs, c'est vraiment il y a quelques jours qu'ils l'ont publié. Et donc ce Soleil, en fait, parfois c'est un peu vexant, mais c'est vraiment une étoile très quelconque. Il n'a rien de spécial. Il est ce qu'on appelle une naine jaune. Donc ça veut dire qu'il est plutôt petit pour une étoile. Et puis, non, une naine blanche d'ailleurs. Je me suis trompée. Non, une naine jaune. Voilà, c'est ça, pardon. Une naine jaune. Et il est plutôt quelconque. Mais quand on compare à ce qu'on pense avoir été les premières étoiles, on comprend mieux en quoi elles sont différentes. En fait, on s'attend à ce qu'elles soient très très massives, à peu près 100 fois plus massives que le Soleil. Et comme les étoiles plus massives, elles vivent moins longtemps, parce qu'en fait elles sont très très chaudes, et donc elles vont brûler tout le carburant qu'elles ont dans leur cœur. Leur carburant, c'est de l'hydrogène, de la fusion qui se passe dans les étoiles. Elles vont brûler ce carburant beaucoup plus vite, et donc elles vont mourir très rapidement. En comparaison, ces étoiles, elles ont une durée de vie estimée d'à peu près 5 millions d'années. Encore une fois, on ne sait pas, parce qu'on n'en a vu aucune. Donc c'est vraiment juste des hypothèses. Et en comparaison, le Soleil, actuellement, il a à peu près 5 milliards d'années, et il en reste autant à vivre. Donc comment on va faire pour observer ces étoiles qui ont vécu il y a si longtemps, quand l'univers était extrêmement jeune, mais pendant vraiment un court laps de temps? C'est-à-dire qu'il va falloir être très chanceux pour réussir à les observer. Pour ça, on a pas mal de chance quand on fait de l'astronomie. Parce qu'en fait, la lumière, elle a une vitesse
finie. C'est pas infini. Elle est extrêmement élevée. On l'a tous remarqué, quand on allume une lampe, on n'attend pas quelques secondes de enfin voir la lumière qui nous arrive, ou alors c'est que notre connexion a un problème, mais ce n'est pas le problème de la lumière. Donc elle est finie, cette vitesse, mais elle est vraiment immense. Mais le problème, c'est que les distances dans l'espace, elles sont immenses aussi. On en a parlé. Prenons le cas du Soleil. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui seront attentifs auront la réponse à la question. Mais la prochaine question sur votre là, c'est combien de temps met la lumière du Soleil pour atteindre la Terre? Avec une centaine de votes, ça va très très vite, 120, voilà, continuer, 130. Nous avons une écrasante majorité, 8 minutes. Et voilà, bravo. Super, très bien, tout le monde est bien attentif. Effectivement, la lumière du Soleil, elle met 8 minutes à nous parvenir. C'est-à-dire que cette image que le satellite a prise du Soleil, en fait, c'est ce à quoi correspondait le Soleil 8 minutes avant qu'il appuie sur le détonateur. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est lié. Et en comparaison, la lumière de la Lune, elle ne met que 1,3 secondes à parvenir jusqu'à nous. Donc ça permet un peu de se rendre compte des distances. Et bien sûr, ce dessin, il n'est pas du tout à l'échelle. Donc ne gardez pas ça en tête, juste les noms. Donc le fait que cette lumière elle ait une vitesse finie, ça nous permet d'observer les objets lointains. Si le Soleil, on le voit tel qu'il était 8 minutes auparavant, ben les étoiles extrêmement lointaines, on peut les voir telles qu'elles étaient 1 milliard d'années auparavant. Et c'est ce qu'on fait avec ces premières étoiles. Mais il y a une petite complication supplémentaire, c'est que ces étoiles, on va les regarder dans les ondes radio. Il nous faut des télescopes spécifiques, qu'on appelle des radiotélescopes, et on cherche à comprendre un petit peu pourquoi c'est dans les ondes radio qu'on observe ces étoiles. Alors déjà, il faut bien se souvenir, quand on voit un objet, c'est parce qu'on voit sa lumière. D'accord ? Les étoiles, les lampes, c'est facile, elles émettent leur propre lumière, c'est pour ça qu'on les voit. Mais les planètes, par exemple, on les voit parce qu'elles reflètent la lumière du Soleil. C'est pour ça que si vous avez déjà vu Mars dans le ciel la nuit, on le voit en rouge, parce que la lumière, elle se reflète sur Mars, qui est plutôt rouge, et la lumière qui nous arrive, elle est rouge. Et donc, différents types d'objets vont émettre différents types de lumière. Ça, c'est un spectre de la lumière. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Et il repose sur le fait que la lumière, c'est une onde. Ça veut dire qu'elle se diffuse en suivant un petit peu ce motif. Et selon la fréquence du motif, selon à quel point il est long, à quel point il est étiré, la lumière, elle va transmettre différentes quantités d'énergie. D'accord ? On va prendre des analogies avec ce qu'on connaît tous les jours pour mieux comprendre ça. Vous connaissez les rayons X. Donc ici, ça va être une partie de la lumière qui est une longueur d'onde plus courte que la lumière visible, qui est juste une toute petite fraction de ce spectre. Donc vous voyez, le motif, il est très court, il est très ratatiné. Ça va transmettre beaucoup d'énergie. Donc il y a les rayons gamma, il y a les rayons X qui permettent de faire des radios, et puis les rayons ultraviolets qui sont ceux du soleil qui peuvent nous donner des coups de soleil ou des cancers. Ensuite, il y a la lumière visible. Bon, celle-ci, a priori, elle est plutôt inoffensive. Et il y a l'infrarouge, pour un motif qui se répète plus lentement. Et ça, par exemple, c'est une lumière que les animaux peuvent voir, comme les chats. Donc voici mon chat, il s'appelle Polochon. J'ai pas pu l'emmener ce soir, mais il est en photo, c'est déjà ça. C'est ce qui leur permet de voir dans le noir. Donc nous, on ne la voit pas, cette lumière. On voit du noir, mais eux, ils voient les infrarouges. Donc par exemple, ils nous voient nous. Parce que nous, on émet un petit peu des infrarouges. Quand on s'éloigne un peu plus dans les longueurs d'onde, donc on a un motif encore plus lent, on arrive sur les micro-ondes, donc c'est celles qui nous servent à réchauffer nos repas. Et puis les ondes radio, qui sont celles qu'on écoute le matin, ou c'est même aussi celles des téléphones portables, par exemple. Alors comment tout ça s'est relié aux premières étoiles? Eh bien en fait, ces étoiles, quand elles vont émettre leur lumière, elles vont avoir une certaine fréquence, d'accord? Donc elles émettent un certain type de lumière avec une longueur d'onde donnée. Mais quand l'univers va s'étendre, il va étirer cette longueur d'onde. C'est un phénomène qu'on appelle le redshift. Ça veut dire décalage vers le rouge en français. Parce qu'en fait, vous avez peut-être vu sur le spectre ici, les régions, la lumière rouge, elle a une longueur d'onde
plus lente, plus longue dans le visible. Donc quand on étire cette longueur d'onde, on passe vers des lumières plus rouges. C'est ça qu'on appelle ça le redshift. Ok. Est-ce qu'on a des petites questions pour l'instant ou je vais continuer? Ah, complètement, super. Oui, il y a 60 questions. Alors, celle qui, c'est très bien, continuer, on en parlera après. Peut-être que des questions à ce sujet sont moins sur les longueurs d'onde dont tu parles maintenant, mais sur... alors déjà, merci à la personne qui nous a donné la définition d'univers. Mais je la donnerai après parce qu'il faudrait finir dans une dizaine de minutes pour la partie. Il y aura des questions sur les trous noirs. Et plutôt, donc, Camille disant c'est quoi les rayons gamma, quelqu'un qui se demande si le redshift c'est comme un effet Doppler, et des questions sur l'infinitude de l'univers, mais ça peut-être qu'on verra à l'issue de ta présentation. Peut-être c'est quoi les rayons gamma et peut-être brièvement. Les rayons gamma, ils sont là. C'est un type de lumière donc, qui a une longueur d'onde très courte, donc qui va contenir énormément d'énergie. C'est pour ça qu'on peut considérer un peu qu'ils sont comme radioactifs, parce qu'ils risquent de nous chambouler un petit peu quand ils nous traversent, tellement ils ont d'énergie. Je crois que c'est ceux qui sont censés transformer Hulk en Hulk. Bon, après, c'est pas très scientifique. Mais en tout cas, il semble que c'est ce que j'ai vu. Et pour le redshift qui a un effet Doppler, exactement. C'est exactement ce qui se passe aussi pour l'effet Doppler. En fait, c'est un problème de vitesse. Quand on a un objet qui se rapproche de nous, on entend un bruit qui devient plus aigu. Okay. C'est un peu le bruit d'une onde gravitationnelle aussi, ça, mais on peut en reparler. Et quand il s'éloigne, la fréquence, elle descend. Donc la longueur d'onde, elle augmente. Et ça, c'est un petit peu ce qui se passe aussi avec le redshift. On en a parlé, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Donc on va étirer leur longueur d'onde, comme une voiture de police qui s'éloigne de nous et dont la sirène devient plus grave. Très bonne analyse, très bonne analyse. Ok. Merci pour les questions. Donc oui, juste aussi pour préciser, si l'univers il ne s'étendait pas, il n'y aurait pas de redshift. On n'aurait pas du tout ce problème. Enfin, je peux sans problème d'ailleurs, mais on n'aurait pas du tout cette propriété. Alors, quels sont les télescopes qu'on utilise pour observer les premières étoiles? Donc, c'est des télescopes qui vont vraiment chercher à observer ces ondes radio. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être un petit peu différents des télescopes qu'on a l'habitude de voir, de James Webb, par exemple, dont on a parlé, de Hubble, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un télescope spatial qui a des super photos de l'univers aussi. Et puis, en fait, ils vont essayer de différents des lunettes astronomiques qu'on a l'habitude d'utiliser, que les gens ont parfois chez eux. Ils vont ressembler à ça, en fait, ces radiotélescopes. Ils vont ressembler un peu aux antennes qu'on avait à une époque sur les maisons pour capter la télé. C'est vraiment juste des assemblages de métal. Et une règle qu'on peut garder à l'idée, c'est que la taille de cette antenne, selon la taille de cette antenne, on va réussir à observer des longueurs d'onde différentes. Donc dans notre cas, on veut observer quelque chose dans le radio, donc qui fait de l'ordre de 10 à 100 mètres. Donc il va nous falloir des antennes énormes, des télescopes énormes qui font entre 10 et 100. Et moi, c'est sur ce genre de choses que je travaille. Donc je contribue à la construction d'un télescope qui s'appelle le Square Kilometer Array. C'est un peu compliqué à traduire, je dirais, le réseau kilométrique carré. Bon, ça parle pas beaucoup, je pense que c'était aussi bien en anglais. Et en fait, c'est un télescope qui est en cours de construction en Australie occidentale et qui va vraiment couvrir des kilomètres et des kilomètres carrés de ce désert en Australie. Et vous voyez que les antennes, c'est vraiment pas, c'est tous ces petits objets là qu'on voit qui ressemblent un peu à des sapins de Noël. C'est vraiment pas des objets compliqués, c'est juste des bouts de métal qui sont collés ensemble. Et en fait, le défi technologique, c'est pas tant de les construire, ces antennes, c'est de réussir à les mettre en réseau et à analyser toutes les données qu'elles vont observer. C'est un peu difficile à imaginer, mais chacune de ces antennes, elle va mesurer le signal des premières étoiles, qui est extrêmement faible, et si on les met toutes en réseau, on combine tout ce qu'elles vont tout observer, à la fin, on devrait avoir suffisamment d'observations pour réussir à comprendre ces premières étoiles. D'ailleurs, il y a une petite question à propos de ça, sur Booklab aussi. La question c'est, à votre avis, alors là c'est vraiment pour deviner, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais combien d'antennes comme ça, combien de petits sapins de Noël ce télescope il va mettre en réseau? D'accord? Donc il va toutes les connecter les unes aux autres pour chercher à observer la même chose.
vous pouvez voter. Et entre-temps, quelqu'un de bien inspiré nous a répondu, c'est le docteur Brice Banner qui a été exposé au rayon gamma radioactif, mais c'est la colère qui se fait transformer Hulk. C'est vrai. Voilà, merci Très pour cette technique, précision très importante. Nous sommes précis. Parce que ça s'est dépassé. Donc ceux qui semblent se dégager, c'est... Voilà, ça bouge un peu, vous êtes encore sur à peu près un peu plus de 120 votes, c'est quand même 130 000 antennes, un peu plus de la moitié des votes, et puis un tiers des votes, c'est 130 millions d'antennes. Donc en 1, 130 000 antennes, et en 2, 130 millions d'antennes. Et la réponse est... 130 000. Oui, c'est 130 000. Alors peut-être qu'on se rend pas compte sur l'image aussi, mais ça fait à peu près ma taille, hein, ces antennes. Donc 130 millions de moi, déjà je suis pas sûre que ce serait une bonne idée pour la santé mentale de mes parents, mais après, ce serait difficile à placer. Donc voilà, c'est 130 000. Et donc, pour vous rendre compte un petit peu de ce que va faire ce télescope, par exemple, chaque seconde, toutes ces antennes, cumulées toutes ensemble, elles vont mesurer une quantité de données qui correspond au trafic Internet mondial en 2015. Donc en une seconde, c'est autant que tout ce qui a été brassé sur Internet pendant un an en 2015. Donc ça permet un peu de se rendre compte du défi technologique que ça représente. Et puis d'un point de vue sensibilité, on sera capable de repérer un radar aérien, vous savez ce qui permet de contrôler les avions dans les aéroports, sur une autre planète à une année-lumière, 12 années-lumière je crois, 10 années-lumière, c'est ça, de la Terre. Et donc une planète qui est tellement loin qu'elle a 10 années-lumière, c'est plus loin que l'étoile la plus proche de nous. S'ils ont des avions, ben on pourra les repérer. Ça fait beaucoup de mais voilà. Donc en fait, la France, elle vient tout juste de commencer à participer à ce télescope, qui est en cours de construction. La construction va être finie dans les années 2030. Et donc ça vous montre juste que c'est vraiment un sujet qui est en plein boom. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'observations, mais c'est quelque chose qui va vraiment avoir des résultats dans les années à venir, donc c'est vraiment très décisif. Et je vais finir sur cette note très positive, qui est la cosmologie. C'est un domaine scientifique relativement récent, c'est vraiment en plein boom. Et il faut garder l'œil, il y aura beaucoup d'observations et de nouvelles choses qui vont être comprises et découvertes dans les années à venir. Et donc si ça vous intéresse, continuez à venir à ce genre de présentation. Et je vous remercie de votre attention et puis je vais prendre vos questions. Alors, il y a plein de questions. On va commencer peut-être par celles qui ont été envoyées, puis ensuite... alors, il y a une série de questions sur le Big Bang. Enfin, sur le Big Bang et l'univers. Je retrouve mes notes. Est-ce que l'univers est infini? Y a-t-il un centre? Y a-t-il des bords? Qu'y avait-il avant le Big Bang? Voilà, tout ce genre de questions. Donc, je te laisse réfléchir 5 secondes et je donne la définition qu'une personne avisée nous a gentiment envoyée sur l'univers, qui répond à la question tout à l'heure. Voilà, d'où vient ce nom univers, donc c'est du latin évidemment, qui vient de universus, et qui veut dire en gros unicité, un seul, parce qu'on est dans un seul univers, jusqu'à preuve du contraire, et versum qui est tourné, donc tout tourne dans la même direction, tourné vers un but commun, et voilà, c'est l'unicité et le fait d'être tous ensemble. Je vous le résume mal, mais vous voyez l'idée. Et donc, sur l'infinitude, infinitude, y a-t-il un centre, y a-t-il des bords, et puis qu'y avait-il avant? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Oui, bien sûr. Alors, un des principes fondamentaux de la cosmologie, on l'a juste un tout petit peu mentionné avant, c'est que l'univers est donc homogène et isotrope. Homogène, ça veut dire qu'en moyenne, évidemment pas sur Terre, parce que la Terre ne ressemble à rien d'autre, en tout cas rien d'autre qu'on ait vu pour l'instant, mais en moyenne, l'univers c'est un peu le même partout. D'accord? Et isotrope, ça veut dire, on l'a dit aussi tout à l'heure, qu'il n'y a pas de direction privilégiée, il n'y a pas d'endroit privilégié, il n'y a pas de direction dans laquelle l'univers se déplace ou vers laquelle il va. C'est un peu pareil partout, quelle que soit la planète sur laquelle on soit. Et donc ça répond un peu à la question de est-ce qu'il y a un centre dans l'univers? Ben non, du coup, il n'y a pas de centre de l'univers. C'est comme l'histoire de la brioche. Il n'y a pas vraiment de centre, il y a un centre à cette brioche. Mais toutes ces pépites de chocolat, elles s'éloignent les unes des autres, elles ne s'éloignent pas d'un point au centre de la brioche, elles s'éloignent juste les unes des autres. Donc il n'y a pas de centre, il n'y a pas de point privilégié, que ce soit un centre ou autre chose,
dans l'univers. Et ça veut aussi dire, après c'est un peu libre à l'interprétation de chaque cosmologiste, parce que c'est des choses qui touchent presque à la philosophie. Mais pour moi, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de limite dans l'univers, parce qu'en fait, il ne s'étend pas dans quelque chose. C'était la question qu'on avait. Il étend son propre espace-temps. Donc c'est pour ça que les analogies de brioche, de ballon, elles ont leurs limites, parce que cette brioche et ce ballon, ils s'étirent dans notre air, dans le four, dans notre fête d'anniversaire. Mais l'univers en lui-même, il ne s'étend pas dans quelque chose. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose aussi, Hervé, peut-être ? Peut-être qu'il y a une limite qui est l'univers observable, c'est-à-dire que là il y a une vraie limite de finitude, donc qui est le temps, la distance qui correspond qui est la distance qui correspond au temps que met la lumière pour nous parvenir depuis toute l'âge de l'univers, 13,119 milliards d'années. Donc de toute façon, nous voyons un univers fini de manière observable. Il est probable qu'il soit beaucoup plus grand que ça, et c'est pas gênant. Il y avait aussi peut-être pour notre conception, mais la physique se fiche parfois de nos conceptions. Peut-être un mot sur avant le Big Bang, et puis il y aura beaucoup de questions sur le trou noir, l'image du donut, ou du bagel, pardon. Mais voilà, donc question sur avant le Big Bang, qu'est-ce qu'on peut en dire, et puis après sur pourquoi le trou noir, on voit de la lumière alors qu'il n'y a aucune lumière qui n'en échappe, etc. Peut-être expliquer ça. D'accord. Alors, la question d'avant le Big Bang, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection, mais je vais vous en dire ce que j'en sais. On ne sait pas, en fait. Et comme le disait Hervé, c'est très compliqué de le savoir parce qu'on ne peut pas l'atteindre, ce moment. En fait, le moment le plus tôt dans l'histoire de l'univers qu'on peut atteindre, c'est le fond diffus cosmologique que je me suis évertuée pendant 45 minutes à vous présenter. Et avant ça, je vous l'ai dit, la lumière, elle est coincée dans le plasma de l'univers. Elle n'arrive pas à s'échapper. Et si on n'a pas de lumière, vraiment on ne sait rien, on ne voit rien. Parce que nos télescopes, ils captent de la lumière, nos yeux, ils captent de la lumière. Donc c'est très, très difficile. On peut faire de plusieurs façons. Il y a des gens qui travaillent à observer, je crois, d'autres choses qui pourraient nous parvenir. Mais une bonne façon de faire aussi, en fait, c'est de considérer différents scénarios et de se dire, si il s'est passé ça avant le Big Bang, on devrait voir ça aujourd'hui. Donc par exemple, dans le fond diffus cosmologique, on devrait voir des petites fluctuations supplémentaires, des petits motifs, des choses comme ça. Donc c'est une observation indirecte. Mais directement, on ne pourra jamais, je crois, voir à des périodes plus tôt que le fond diffus cosmologique. C'est pour ça qu'il est aussi si intéressant. Les trous noirs. Alors, trous noirs en général. Non, c'est l'image, je pense que c'est l'image qu'il faudrait peut-être décrire, qui est énigmatique. Parce que donc, il y a un trou noir, la lumière ne s'échappe pas, pourtant il y a une zone colorée autour, donc peut-être expliciter un petit peu ce qu'on voit et pourquoi il y a un truc autour. Oui, tout à fait. Alors, donc effectivement, on a déjà la définition d'un trou noir, c'est que c'est quelque chose de tellement massif que quand quelque chose passe son horizon, il ne peut pas s'échapper et c'est aussi la lumière. Donc tout tombe, entre guillemets, dans le trou noir. Mais on peut quand même les observer, parce que la matière qui va tomber dans le trou noir, elle va tomber à une vitesse tellement élevée, ça va être un phénomène tellement violent qu'elle va se mettre, comme, si vous voulez, comme à brûler. Ça va être tellement chaud que ça va émettre de la lumière. Et c'est ça qu'on voit en fait, cette forme de donut, cette forme de bagel, c'est la matière qui est en train de tomber dans le trou noir et puis on le voit, je crois que cette photo elle est prise un peu comme au-dessus du trou noir, comme si on le regardait comme ça. C'est pour ça que ça fait un joli cercle. Je ne sais pas si vous avez vu Interstellar, mais il y a une simulation d'un trou noir qui est assez précise. En fait, à l'époque, il n'y avait pas cette observation pour ce film. Donc, ils ont fait une simulation du trou noir de concert avec des chercheurs. Et ça a une forme un petit peu plus compliquée, mais c'est le même phénomène. Voilà. Très bien, je propose qu'on laisse passer la parole à la salle quand même, on est là pour ça. Peut-être juste un commentaire, il y a pas mal de questions sur le Big Crunch, le Big Bang, etc. En deux mots, les modèles cosmologiques prévoient la possibilité que l'univers se recontracte ou au contraire soit en expansion accélérée, éternelle, etc. Donc les modèles permettent tout ça. Mais les données que Adélie vient de nous présenter sont assez précises sur où est-ce qu'on se place dans ces modèles. En fait, il n'y a pas assez de matière pour que l'univers se recontracte. Donc la vision actuelle, c'est que l'univers va avoir une expansion accélérée ad infinitum, et ça sera une mort thermique de l'univers, un peu froide, un peu noire, mais c'est pas grave, on ne sera pas là pour le voir. Donc, à vous la salle. Bonjour, merci.
Moi j'ai une question. On connaît ces théories par rapport à l'ère de Planck où à 10-43 secondes il y a l'apparition de la force gravitationnelle et après la dissociation des autres forces. Puisqu'on ne peut pas observer l'univers avant 380 000 ans avec le fond cosmologique, est-ce que c'est uniquement des théories de physique quantique, c'est 10-43 secondes, etc. ou à partir d'où en fait c'est arrivé? Alors, en fait, c'est de la physique fondamentale, c'est-à-dire que c'est quelque chose auquel on a pensé en se disant on connaît ces lois de physique qui sont censées être suffisamment générales pour remonter à ce qui aurait dû se passer avant le Big Bang. Donc, on pourra, je pense pas, contredis-moi Hervé si tu n'es pas d'accord, mais on ne pourra pas vraiment le vérifier, mais compte tenu de ce qu'on sait de la physique, de la formation des atomes et de la formation des particules qui composent l'univers aujourd'hui, la logique serait que ce se soit produit de cette façon dans les vraiment tout premiers instants de l'univers. Mais c'est théorique. C'est théorique, je crois, oui. Enfin, c'est théorique au sens où on ne peut pas le voir directement, mais tout s'accorde pour que ce qu'on voit aujourd'hui confirme que ça s'est passé comme ça à l'époque. Merci. J'avais une question. La matière, elle doit avoir un frottement pour créer cette chaleur. Ouais. Mais elle frotte par rapport à quoi? Je pense qu'elle se frotte sur elle-même. En fait, elle tombe sur le disque d'accrétion pour pas ça former ça. Parce qu'en fait, elle se forme sur elle-même et si tu veux, comme elle est en train de tomber dans le trou noir, tout tombe au même endroit au même moment, donc ça devient extrêmement dense, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de particules, beaucoup de matières les unes des autres, et donc elles vont vraiment se frotter les unes les autres en tombant et en se rapprochant. Elles sont si proches qu'elles se touchent et elles se frottent les unes les autres, et ça forme de la lumière. Ça... Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans un trou noir? Très bonne question. Alors, si vous avez vu Interstellar aussi, ça c'est pas vrai, parce qu'il y a l'air d'avoir une bibliothèque, ouais, je sais pas, c'est pas du tout ça. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dans un trou noir. C'est encore un sujet de recherche, on ne sait même pas quelles sont les lois de la physique qui fonctionnent là-dedans. On ne pense pas que tout ce que j'ai expliqué ici, la gravitation, les étoiles qui tournent autour, les planètes qui tournent autour des étoiles, etc., on pense que ça ne fonctionne pas là-dedans parce que c'est vraiment un milieu tellement spécial, parce que c'est tellement lourd. On pense que c'est de la physique quantique, peut-être. Je ne suis pas sûre que ça te parle beaucoup. Mais en tout cas, on ne sait vraiment pas. Et comme personne n'est tombé dedans pour nous, et est revenu encore moins pour nous raconter ce qui s'est passé, c'est très compliqué. Mais c'est un des sujets de recherche actuellement les plus actifs, parce que ça permettrait un peu de réunifier ce qu'on connaît de l'univers extrêmement grand, ce que je vous ai décrit un peu aujourd'hui, la relativité générale, etc., et ce qu'on connaît de l'univers extrêmement petit, qui est la physique quantique. Mais c'est vraiment tous les tout petits atomes qui constituent la matière, par exemple. Oui. Cette expansion de l'univers, est-ce que cette expansion de l'univers, est-ce qu'elle était prévue dans la théorie d'Einstein de la relativité généralisée? La relativité générale? Oui. Alors, je pense que oui. En fait, à l'époque, c'était un sujet de recherche très actif, donc on attribue énormément de choses à Einstein, il a fait beaucoup de choses, mais il y avait beaucoup de discussions sur beaucoup de sujets. Et donc, notamment Georges Lemaître, dont j'ai parlé, il a beaucoup étudié ça pour inclure dans la théorie de la relativité, et puis Einstein aussi, évidemment, un paramètre qui prouvait que l'univers n'était pas statique, il n'était pas juste de la façon dont cette relativité le décrivait spatialement, mais aussi il évoluait. C'est ça un petit peu les notions d'espace-temps. Donc en fait, le temps, c'est juste une autre dimension de l'espace, comme je sais pas, direction A, direction B, direction C. Donc tout ça est vraiment, vraiment entremêlé. Je sais pas, peut-être que tu veux rajouter quelque chose, Hervé? Ah, t'as plus le micro. Bon, bah alors ce sera bon. Est-ce que... Ouais. Donc, comme tu l'évoquais, peut-être un complément, Einstein pensait que l'univers était statique, donc il a rajouté sa fameuse constante pour le maintenir statique, parce que les équations naturellement disaient que l'univers devait bouger dans tous les sens, donc c'est rigolo de voir que
des esprits très brillants, avec des préconceptions un petit peu ancrées et non justifiées, arrivent à la fois à stériliser quelque chose, mais à le rendre très créatif plusieurs décennies plus tard. Donc c'est la magie des équations, évidemment magie est ironique ici, hein, de permettre d'évoquer de nombreux phénomènes physiques qui s'avèrent nécessaires une centaine d'années plus tard, alors qu'à l'époque ils ont été inventés. Cette fameuse expansion ou expansion accélérée, en l'occurrence je mélange un peu tout là maintenant, à l'époque était une plaie qu'ils cherchaient à combattre pour garder un univers statique, parce que pour eux c'était l'essentiel à maintenir. Je suis là. Merci d'abord pour votre conférence interactive. Je trouve que le concept est vraiment très très intéressant. Je crois que ça a passionné tout le monde d'ailleurs. Une question un peu sulfureuse. Quelle est votre position, que pensez-vous de la théorie de l'univers Janus de Jean-Pierre Petit, basée sur les équations de Schwarzschild, qui est malheureusement décédé trop tôt pendant la Première Guerre mondiale, avant d'avoir pu développer sa théorie? Pas Jean-Pierre Petit, le physicien. Oui, Schwarzschild, oui, bien sûr. Je ne connais pas du tout cette théorie, donc je n'ai pas d'avis sur la question. Désolée, j'aurais aimé pouvoir vous répondre. Mais bon, ça prouve que il y a vraiment beaucoup de sujets dans la recherche et c'est difficile de tout savoir. On n'est plus à l'époque de Descartes où on pouvait faire la physique, la philosophie, la littérature. Maintenant, c'est très compliqué d'être au fait de tout ce qui se passe. Donc, comme moi, je m'intéresse un petit peu plus à l'univers tel qu'il existe aujourd'hui, aux premières étoiles, etc. Je ne suis pas tout à fait au fait de toutes les théories sur un peu plus sur d'autres sujets. Désolée. Mais non plus, ça te dit quelque chose? Ah non, désolée, décidément. Le micro est ici. Il me semble que celui-ci, il est. Même si Adèle s'excuse, en fait, il y a aussi le côté que si moi je ne la connais pas non plus, il y a aussi, on est quand même des scientifiques, il y a aussi le côté de si la publication n'a pas été reprise à un moment, c'est qu'elle n'est pas complètement reprise, elle n'est peut-être pas considérée comme très importante. Ça, c'est une autre hypothèse. Donc je suis aussi ignorant que Adélie sur cette théorie, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas complètement. Qu'elle est marginale. Voilà. Moi, j'ai peut-être entendu parler de cette théorie. C'est celle qui dit qu'on est à l'intérieur d'un trou noir, c'est celle-là? Je sais pas, la personne qui a posé la question de peut-être lever la main pour confirmer. Oui, c'est ça? Non, c'est pas ça. Alors, je n'ai pas non plus entendu parler de cette théorie. C'est les univers gémellaires. Les univers gémellaires. En gros, il trouvait un moyen de trouver la matière manquante. En fait. Et en gros, il dit qu'il y avait. Je n'explique pas, je ne suis pas spécialiste. Mais qu'en gros, qu'il y aurait une partie de la matière qui serait manquante. Il y aurait un univers jumeau en fait. Et ça pourrait compenser, parce qu'il a commencé à faire la simulation. Et en incluant ça, au tout début, c'était longtemps, mais apparemment, ça correspondait à peu près au modèle jusqu'à au tout début. Quoi. On commençait à avoir des galaxies se former sans avoir besoin de matière noire. Évidemment. Mais après, j'en connais pas plus. Merci. Oui, pardon, je ne vais pas garder trop de temps, mais pour répondre à monsieur, effectivement, c'est pas celle qui estime qu'on serait dans un trou noir, mais c'est celle qui développe une théorie sur l'énergie négative qui expliquerait les amas de galaxies et qui expliquerait aussi au conditionnel pourquoi ces amas sont en espèce de mousse de bière, vous voyez, et dans lesquels il y a des vides qui seraient en fait eux-mêmes des univers constitués d'énergie négative, raison pour laquelle on ne pourrait pas les voir. Mais ça, c'est vraiment, bien sûr, très très vulgarisé. Merci beaucoup en tout cas. Alors, j'aurais deux questions de Candide. C'est peut-être de plus simple pour que vous puissiez répondre. La première, comment concilie-t-on l'infinitude de l'univers et son expansion? Et la seconde, vous nous avez effectivement expliqué que je suis dans cet univers-là. Et donc, vous nous avez expliqué que les galaxies s'éloignaient les unes des autres, et on parle de collision de galaxies, de fusion de galaxies. Voilà les deux questions de Candide. D'accord. Alors, du coup, j'ai pas entendu la première parce que je La première, comment concilie-t-on l'infinitude de l'univers et son expansion? D'accord. Non, c'est pas forcément gênant puisque, comme on a dit, l'univers étire son propre espace-temps. Donc, en fait, je pense que le considérer fini ou infini, c'est pas
pas la bonne façon de poser, c'est pas vraiment la bonne façon de l'envisager et de poser la question. C'est ce qu'on a tendance à faire parce que c'est des concepts avec lesquels on est plus ou moins habitué. Mais si on fait abstraction de ces concepts, c'est pas la façon dont il faut le voir. Et quant aux galaxies qui vont fusionner, il y a plusieurs forces, plusieurs processus qui rentrent en compétition. Donc l'expansion de l'univers, elle est rapide, mais elle peut ne pas être suffisamment rapide pour entrer en compétition avec deux galaxies qui vont s'attirer gravitationnellement. Et si ce rapprochement va suffisamment vite et suffisamment puissant, elles vont finir par tomber l'une sur l'autre. Mais c'est vrai que plus l'univers va s'étendre, moins ça va être probable que deux galaxies, effectivement, puissent rentrer en collision. Ils vont juste être trop éloignées, ça ne pourra jamais se produire. Merci. Je peux apporter un élément sur l'expansion de l'univers. Donc j'ai piqué cet élastique à ma fille. Et donc l'expansion de l'univers, je peux te dire et donc c'est un peu comme si nous étions une fourmi ou une puce, ou enfin un tout petit truc sur cette bande qui s'étire, et ce qui s'étire, c'est l'univers à une dimension. Donc si vous êtes sur une de ces, où vous mettez deux galaxies, donc deux petites fourmis, l'univers s'étend, vous voyez que la vie des deux fourmis ou des deux galaxies n'est pas vraiment affectée par l'expansion. Donc si l'univers est infini ou pas, en fait ça n'affecte ni l'expansion, ni ce qui se passe avec la gravité pour les galaxies. Donc on peut vraiment décorréler tout ça. Merci. Et puis pour la fusion des galaxies, on en observe beaucoup avec nos télescopes. En fait, l'univers est très peu dense. Adélie l'a dit, la densité moyenne de l'univers, c'est 2 protons par mètre cube. C'est absolument rien. Alors qu'ici, tu as dit combien le chiffre d'atomes? 10 milliards de milliards de milliards. C'est ça, enfin, le nombre d'Avogadro, en gros, 10 puissance 26, etc. Particules dans un mètre cube. Des approximations. Donc en fait, l'univers est extrêmement dilué, même dans les galaxies. L'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima du Centaure. Vous avez la chance de voir le Centaure ici, de la Réunion, où on ne peut pas quand on est à Paris. C'est une constellation de l'hémisphère austral. L'étoile la plus proche, elle est à 4 années-lumière. Donc si vous mettez deux galaxies qui se fusionnent, la densité moyenne sera une étoile toutes les 2 années-lumière. Donc ça changera quasiment rien. Donc il faut imaginer que l'univers est extrêmement grand, extrêmement dilué, même s'il y a des concentrations de matière, la matière noire, la matière baryonique, les étoiles, etc. Mais à l'échelle, disons, d'une galaxie, c'est très très dilué, un peu comme un nuage sur Terre. Quand vous fusionnez deux nuages, il ne se passe pas grand-chose, sauf quand il y a des orages, etc. Et d'ailleurs, notre Voie lactée va rentrer a priori en fusion avec sa voisine la plus proche, qui est la galaxie d'Andromède. Je ne sais plus exactement quand, mais enfin, on ne sera pas là pour le voir encore une fois. Un milliard d'années à peu près. Et ce ne sera pas un événement violent, hein. On ne va pas, boum, tous se rentrer dedans, exploser. Comme il y a tellement de vide qu'en fait, il ne va pas se passer grand-chose, c'est juste notre ciel qui va changer un petit peu. Il y a des super images sur Internet de à quoi ressemblera le ciel une fois qu'on aura fusionné avec Andromède, parce qu'il y aura énormément d'étoiles partout, c'est très très beau. Et juste pour préciser sur justement les collisions de galaxies, par rapport à l'expansion de l'univers, Hélène Coudron a beaucoup parlé dans son film Mardi, justement, qu'on crée par l'endroit des super amas, la gravitation domine, et puis le reste des super vies. Bonjour, je voulais vous poser une question. Vous avez parlé de l'expansion des planètes, qu'elles s'éloignent de plus en plus. Donc ça veut dire qu'à un moment, elles devaient être toutes regroupées à un seul même point. Et si j'ai bien compris, c'est ce qui a provoqué le Big Bang. Mais justement, est-ce qu'on sait réellement ce qui a fait que d'un coup, elles ont commencé à s'éloigner les unes des autres? Qu'est-ce qui a vraiment provoqué le Big Bang? Alors, plusieurs questions les unes dans les autres. Au moment où l'univers était si petit que ces galaxies auraient pu être les unes sur les autres, en fait, elles n'existaient pas. C'est quand l'univers était vraiment très jeune, donc ça pourrait être par exemple au moment du fond diffus cosmologique. Je vous ai dit, quand il a été émis, quand même, il faisait 1 millième de sa taille actuelle. Bon, alors c'est pareil, c'est un peu trompeur parce que l'univers n'a pas vraiment de taille, mais donc c'était déjà quand même assez grand. Donc, alors, le truc donc je pense qu'au moment, oui, à ce moment-là où elles auraient pu être les unes sur les autres, elles n'existaient pas, les galaxies. Il a fallu attendre que cette matière s'agrège, que la gravité fasse son effet, pour qu'on ait ces galaxies. Et une fois que ça s'est passé, et ben, les différents points surdenses où ça s'est passé, les points où il y avait déjà beaucoup de matière, ils étaient suffisamment éloignés les uns les autres pour qu'ils ne rentrent pas en collision immédiate, entre guillemets, mais qui forment juste cette toile cosmique. Quant à ce qui a provoqué le Big Bang,
on s'approche de la religion, slash de la C'est pas facile, philosophie. il y a plusieurs modèles. Une planète, en fait, c'est galaxie, hein, parce que les planètes, elles restent quelques fois plus tard, comme tu disais. Il y a plusieurs modèles, moi je ne suis pas spécialiste de ça non plus, mais en gros, l'idée c'est qu'il y a une énergie du vide qui existe, hein, c'est pas une idée farfelue. Du vide, d'un vide pur, entre guillemets, qui est composé d'énergie, on peut créer des particules. Et donc, il y a des modèles de type physique quantique qui évoquent le fait qu'on peut créer, à partir d'un vide d'énergie, une fluctuation qui finalement crée cet univers, crée le Big Bang. Et il y a tellement d'énergie concentrée que pour l'évacuer, il faut que ce soit l'espace-temps qui se dilate pour un peu relaxer tout ça. Il y a génération d'ondes gravitationnelles primordiales, et puis ensuite il y a toute l'histoire des 3 premières minutes de lumière, avec la génération des premiers atomes, etc. Mais ce qui se passe vraiment avant 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, donc le mur de Planck, qui correspond aussi à la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a avec le Big Bang, pour l'instant c'est encore très incertain. On arrive à remonter avec le satellite Planck, on a montré les données à 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang, c'est quand même pas mal, c'est même absolument exceptionnel. Donc on arrive à identifier ces scénarios d'inflation cosmique, un peu ce qui s'est passé, mais au-delà, c'est encore très spéculatif. En tout cas, moi, je ne suis pas trop au fait des derniers modèles sur ce sujet-là. Mais c'est un vaste sujet de recherche aussi. Donc on attend les jeunes, on attend que vous veniez dans notre université et puis que vous voyez la suite. Oui, bonjour. Donc en fait, on était aussi à la conférence de Nelly Courtois. Et elle nous a parlé d'une vitesse de 630 km par seconde. Et vous nous parlez d'une vitesse de 70 km par seconde, c'est la vitesse d'éloignement des autres galaxies par rapport à la nôtre. Oui, c'est la vitesse d'éloignement des galaxies qui sont un mégaparsec de nous. Et du coup, c'est quoi le lien avec la vitesse dont elle nous a parlé l'autre jour? Oui, c'est alors, parce que je sais pas si tu avais ou pas? Non, je ne l'ai pas vu. En fait, donc déjà, c'est pas la même unité, parce que ce dont parlait avec toi, c'est donc 630 km par seconde. Nous, c'est 67 km par seconde par mégaparsec. Sauf que les galaxies qu'elle regarde, elles sont déjà au moins à 100 mégaparsec. Donc, on est très vite à 1000 ou 1 million de mégaparsec. Donc, tout de suite, ça va très très vite. Donc, nous, comme ça va trop vite, en fait, on divise par mégaparsec, c'est plus simple. Donc, déjà, c'est la première chose. Donc, quand vous mettez aux distances où se trouvent les galaxies d'Hélène, il y a en fait le flot de Hubble, c'est l'expansion de l'univers qui est déjà très 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 intense, qui est beaucoup plus important. Ce qui rajoute du côté incroyable de son analyse, c'est qu'elle doit soustraire cette vitesse incroyable d'expansion de l'univers pour elle voir ces mouvements particuliers des galaxies et voir les flots, le champ de vitesse des galaxies indépendant de ce mouvement d'expansion. Donc ça c'est une première question. Et puis je reprends sur une question qui a été posée tout à l'heure. On n'a pas vu, c'est est-ce que l'expansion de l'univers peut être plus grande que la vitesse de la lumière? La réponse est oui. Moi j'observe des galaxies cet été avec James Webb, dont la vitesse d'expansion, de recul, de redshift, c'est 7,6 fois la vitesse de la lumière. Donc comme c'est pas de la matière qui bouge, mais c'est l'espace-temps qui se dilate, il n'y a pas de limite. Ça va, c'est une vitesse apparente, mais donc on peut aller très très loin. Donc j'espère que ça a permis de remettre les ordres de grandeur de vitesse de mouvement dans l'univers. Juste une petite précision là, sur ces 635, parce que effectivement, on a discuté avec Hélène après, c'était pas très clair. Cette vitesse, en fait, c'est notre vitesse par rapport au fond diffus cosmologique, donc il était question aujourd'hui. Ce fond diffus cosmologique permet de définir un référentiel qui est absolu, et c'est notre vitesse de déplacement dans ce référentiel. Bonsoir. Je reviens sur le fond diffus cosmologique. Vous nous avez montré des disparités de densité. D'où viennent ces disparités, ces différences de température? Est-ce que c'est à l'origine une inégalité entre les particules et antiparticules, ou est-ce que c'est un modèle théorique, ou ça a été prouvé? Alors en fait, c'est... on parle de ça, si j'ai bien compris. Oui, donc c'est quand même très homogène. Ça, c'est vraiment des fluctuations vraiment minuscules. Et en fait, en moyenne, ça correspond à ce qu'on appelle une distribution gaussienne. Donc ça veut dire que ça a l'air un peu aléatoire, mais pas tout à fait. Et en physique, on aime bien tout ce qui est gaussien, du mathématicien allemand Gauss, parce que ça permet de décrire beaucoup de choses. Donc c'est à moitié aléatoire, pas tout à fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça permet de comprendre un petit peu cette distribution et d'où elle provient. Je peux aussi rajouter le fait que, on peut se voir, est-ce que c'est une théorie, etc. Alors, il y a une théorie, mais en science,
Si vous voulez, ça se sépare en deux. D'un côté, les théories très belles. De l'autre côté, les théories très belles qui sont vérifiées par l'expérience et par les données. Là, vous avez la chance d'avoir une prédiction théorique des années entre 1940 et 1980, dont Jim Peebles a eu le prix Nobel en 2009 avec Michel Mayor, pour ceux qui ont la chance de voir Michel Mayor. Donc il y a eu une prédiction théorique de l'existence de ce fond cosmologique qui a été raconté l'histoire avec Arnaud Pellias et Bob Wilson, et Dick, etc. Donc vous avez une prédiction théorique qui a abouti à une observation. Donc là, en science, ça change vraiment tout. Parce que alors, vous ne pouvez jamais prouver une théorie, mais quand vous prédisez quelque chose qui marche, vous dites, on continue. Ça, c'était dans les années 60. Plus tard, dans les années 80, Jim Peebles et d'autres ont prédit, il y a François Boucher qui est dans la conférence aussi, etc., on prédit, s'il y a de la matière noire et on ne voyait pas d'autre solution que de mettre de la matière noire, ce fond cosmologique ne devrait pas être homogène, comme l'image rouge que tu nous as montré tout à l'heure. Il devrait avoir des petites fluctuations. Sinon, on ne saurait pas comment avoir des galaxies dans l'univers d'aujourd'hui. Prédiction. Kobe, tu l'as évoqué, W-Map et Planck démontrent que cette prédiction est valide. Donc pour nous, les scientifiques, c'est pas qu'une théorie fumeuse, etc., c'est une théorie qui est validée, alors on dit ce terme, validée, ça ne veut pas dire prouvé, mais qui est validée par l'observation. Pour nous, c'est ce qu'on appelle le modèle standard. Pour nous, c'est complètement accepté par le consensus. C'est quelque chose qui marche très très bien. Ce qui n'exclut pas d'avoir des nouveaux changements, parce que quand même matière noire et énergie sombre, ça pose des petits problèmes par ailleurs. Néanmoins, pour nous, c'est le modèle standard jusqu'à preuve du contraire. En fait, voilà. J'espère que ça clarifie le positionnement de juste théorie un peu fumeuse, entre guillemets, et théorie complètement validée. Et ce que je vous disais sur l'inflation cosmique à 10-35 secondes, pareil, ces fluctuations, elles ne sont pas là par hasard. C'est un peu comme si vous voyez une grosse vague, alors c'est une analogie toute pourrie, mais enfin, vous êtes le dimanche après-midi sur la plage, qui est calme, hypothèse de travail, et vous avez une grosse vague qui arrive, et vous ne voyez pas le large, vous vous dites, il s'est passé quelque chose au large pour qu'une grosse vague soit créée. Là, ces petites fluctuations, on voit le résultat, mais on se dit, il y a quelque chose qui les a fait germer, ces petites fluctuations. Et un modèle qui s'appelle l'inflation cosmique permet d'expliquer, de prédire, mais de manière complètement naturelle, toutes ces fluctuations. Nous, on est des gens simples, les scientifiques, on prend la théorie la plus simple, qui permet de faire des calculs rapides, efficaces, prédictifs, et donc on a un scénario qui marche quasiment parfaitement, pareil, jusqu'à preuve du contraire, et on attend les jeunes générations pour nous aider à démontrer soit qu'on avait faux, soit à améliorer nos précisions. Bonsoir. Merci pour cette belle conférence. Moi, j'avais deux questions. La première, vous nous dites que l'univers est composé majoritairement d'énergie noire, et enfin, c'est le composant principal. C'était ça le terme, je crois. Est-ce qu'on peut considérer l'énergie comme un composant, une énergie comme un composant? C'est ma première question. Et ma deuxième question, pour rebondir sur la référence pop culture de Hulk, moi je suis plutôt Star Wars et Star Trek. On a beaucoup parlé de trous noirs. Les trous de verre, science ou science-fiction? Alors, j'ai la première question. Perturbée parce que ça vous trouve Ah oui, non, pardon. Ah oui, alors c'est une question assez compliquée au final. Tout ça, ça va avec la théorie de la cosmologie moderne et ce qu'on appelle les équations de Friedman. Et en fait, ça permet de décrire l'univers avec des termes qui composent l'univers mais qui vont avoir des propriétés différentes. Donc par exemple, dans cette équation, on va avoir la matière, donc ça on la connaît, c'est quelque chose d'assez simple, ça se dilue comme un mètre cube, enfin voilà, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on a tous les jours. Mais il va aussi y avoir la radiation, par exemple. Alors c'est pareil, la radiation c'est comme la lumière, on ne peut pas vraiment la décrire, c'est pas quelque chose de physique qu'on peut toucher comme la matière, et pourtant ça va être un élément qui compose cet univers. Il va y avoir ce qu'on appelle la courbure en français, voilà, merci Hervé, parce qu'on travaille beaucoup en anglais en recherche. La courbure de l'univers aussi qui va nous permettre de décrire tout ça et qui va nous dire est-ce que l'univers en fait c'est quelque chose de plat, est-ce que ça a une forme de selle de cheval ou est-ce que c'est une sphère. Alors c'est pareil, il faut un peu réfléchir à tout ça, c'est assez difficile à appréhender. Mais donc ça veut dire qu'en fait les différents composants de l'univers c'est pas juste de la matière, c'est pas comme on dit
Ben voilà, par exemple, les atomes que je vous ai montrés, il y a un proton, un photon, 50-50, un proton, un électron, 50-50, c'est facile. C'est des objets un petit peu plus compliqués qui vont permettre de décrire tout ça. Et l'analogie facile qu'on a trouvée, c'est bon, en fait, ça veut dire qu'on a 65% de cette chose. Mais ça ne va pas être tout à fait de la matière, mais je regarde la mauvaise personne, de la matière telle qu'on a l'habitude de la considérer. Voilà, je ne sais pas si ça allait pour rajouter, c'est qu'effectivement, donc ça c'est une densité d'énergie, et ce qui contribue à la densité d'énergie de l'univers, c'est de la matière habituelle, mais on peut avoir aussi de l'énergie sombre, comme tu dis, du rayonnement. Le rayonnement contribue à, désolé on utilise des gros mots, à la densité d'énergie. Voilà. Donc toute forme d'énergie contribue à l'expansion de l'univers, mais à des taux différents, c'est ce qu'il y a dans les termes de l'équation de Friedman. Et donc nous, de toute façon E égale MC2, donc matière, énergie, tout ça c'est pareil pour nous. Hein, donc on mélange tout, mais chacun a vraiment sa place, chacun est vraiment pesé de manière extrêmement précise, et donc ce camembert de densité d'énergie, on fait un raccourci de langage en disant que c'est une composante. Mais effectivement, ce n'est pas une composante au sens matière, etc. Et l'analogie qu'on peut donner, que j'aime bien, c'est, parce qu'il y a des chiffres très précis qui sont donnés, et vous avez compris que l'énergie sombre et la matière noire, on ne sait pas ce que c'est. Néanmoins, on peut les mesurer extrêmement précisément. Alors l'analogie possible, c'est l'air que nous respirons et qui est dans cette salle, c'est l'analogie que je donne à chaque fois. Est-ce que vous avez déjà vu des particules d'air dans votre vie avec vos yeux? Non, enfin, moi, c'est peut-être avoir le prix Nobel. En tout cas, sans instrument, c'est pas possible. Hein. Le N2 et le O2 et le etc. On ne peut pas le voir. Par contre, on sait que c'est là. Quand on fait comme ça, on sent qu'il y a de l'air. On peut mesurer une pression, une température, une densité. Et on fait pareil avec l'univers. On peut mesurer une densité et une pression, alors avec des moyens un peu complexes. Même si on ne sait pas ce que c'est, Lavoisier, etc., quand il fait des expériences, au début, il ne savait pas trop ce qu'il y avait dans l'air ou ce qu'on respirait, etc. Mais il pouvait mesurer les températures et les pressions et des densités. On fait pareil dans l'univers, avec des pressions, des densités, on a des moyens de mesurer. Et puis on donne un chiffre très précis, et même si on ne sait pas ce que c'est, donc on peut quand même mesurer précisément quelque chose, une composante, qui nous est inconnue. Et on utilise, alors ceux qui sont un peu physiciens dans la salle, on utilise une équation d'état, c'est la même chose qu'en thermodynamique. Et on a des termes qui nous permettent, qui sont liés à l'équation de Friedman, tout ce que tu as dit, et qui nous permettent de remonter à ça. Mais effectivement, si vous n'avez pas fait de cours de M2, de physique, etc., tout paraît peut-être un peu mélangé, mais en fait, on a l'impression de nous s'en sortir un petit peu. Voilà. Par ici. Si j'ai bien compris, le satellite Planck a réussi à mesurer la température du ciel avec une grande précision angulaire. Et dans ce cas-là, j'aimerais comprendre comment on a réussi à mesurer la température de la partie du ciel qui se trouve derrière le Soleil. Ok, alors en fait, le problème principal, ça va pas être le Soleil. Notre problème principal, ça va être. Parce que notre problème principal, ça va être la galaxie là. Et en fait, on la voit un petit peu, elle est cachée. Il y a ces petits rebords que vous voyez peut-être sur l'image qui représentent là où il y a la galaxie. Et c'est une très bonne remarque en fait. On vous montre des jolies cartes où il y a tout. Mais en vrai, on ne peut pas tout mesurer. Il y a différents objets qui vont bloquer notre vue, qui vont se mettre entre nous et le fond diffus cosmologique, et qui vont nous empêcher de voir. C'est pour ça qu'on envoie des satellites, parce que sur Terre, il y a plein de choses qui nous bloquent la vue. Dans le ciel, on a accès à vraiment toutes les directions. Par exemple, on n'est pas limité à juste un hémisphère. Mais le problème principal, par exemple, ça va être la galaxie. On ne peut pas voir à travers la galaxie. La galaxie, elle va stopper ces photons du fond diffus cosmologique. Donc en vrai, il n'y a rien ici. Et ça a été reconstruit pour que ça ait l'air joli. Mais en fait, on n'a pas de mesure à ces endroits-là, par exemple. Pour continuer sur cette question, en fait, on a rempli, mais de manière statistiquement valide. Et en fait, dans les données Planck, il n'y a jamais ni le Soleil, ni la Terre, ni la Lune. C'est un peu comme quand vous faites une photo de famille, vous n'êtes pas sur la photo parce que vous êtes derrière l'appareil. Donc quand Planck observe le ciel, imaginons que ce soit moi qui vous observe, voilà, j'observe, mais le Soleil, la Terre et la Lune sont toujours derrière, donc je ne les vois jamais. Donc je vous observe, ensuite, 6 mois plus tard, je vous observerai, tu peux mettre la vidéo peut-être, etc. Donc en fait, on observe le ciel systématiquement quand il n'y a ni le Soleil, ni la Lune, ni la Terre, évidemment, puisque Planck, l'instrument principal construit par les Français, notamment dans mon laboratoire à l'Université Paris-Saclay, a été refroidi à 0,1 Kelvin. Donc il ne s'agissait pas de mettre des photos du Soleil pour que tout crame et tout, etc. Donc en fait, on a vraiment éliminé naturellement tout ce qui nous gênait en les ayant dans le dos. C'est pour ça qu'on était au point de la Lagrange L2 du système Terre-Soleil, à 4 fois la distance Terre-Lune. Donc vous avez, enfin voilà, je me rappelle la vidéo, voilà, ça tourne, mais vous êtes toujours le Soleil, la Terre et la Lune dans le dos.
Je ne sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est une manière très rusée et très subtile d'enlever ce qui nous gêne. Là, on la voit bien, notamment la galaxie, avec un peu plus de choses, mais elle est là, et elle ne pose problème. Et après, il a fallu quasiment 2 ans de travail à 500 personnes pour soustraire cette belle Voie lactée qui est ici en orange et en... Donc c'est 15 ans de ma vie aussi, cette image, c'est pour ça que je me permets d'intervenir. Pour soustraire cette composante un peu violette et orange et rose, qui sont des fausses couleurs, mais qui sont des vraies images issues du satellite Planck observé dans le domaine millimétrique. Et d'ailleurs, il y a des nuages de Magellan qu'on peut voir en bas. Je ne sais pas si tu peux les pointer. C'est les trucs en bas là. Ouais, les 2 nuages de Magellan que vous avez la chance de voir ici, ils sont là et là. Et ça nous gêne en fait quand on veut faire de la cosmologie, parce qu'ils sont très brillants, ils ont beaucoup de gaz, ils sont en train de former des étoiles, et ils nous gênent. Donc on a dû travailler pour les soustraire, même s'ils sont très beaux dans le ciel. Bonsoir. Un grand merci pour votre conférence. Super. Tout à l'heure, quand vous nous avez présenté le futur radiotélescope australien, alors je ne sais pas si c'est une plaisanterie ou pas, mais vous avez pris l'exemple d'un avion sur une planète à 10 millions d'années-lumière. 10 années-lumière. Voilà, ça fait partie des objectifs de ce projet. Alors, c'était pas une plaisanterie, hein, c'est vrai. C'est facile à mesurer parce qu'on connaît le signal d'un aéroport, donc on peut dire à quelle distance est-ce qu'on pourrait le voir, quelle sensibilité il nous faut pour le voir si on était sur notre planète. Donc à estimer, c'est vraiment un calcul carré, il n'y a pas de problème, et on pourrait l'observer. Mais ça me fait penser qu'en fait, le domaine de recherche de vie extraterrestre, de vie en dehors de la Terre, c'est un domaine de recherche très actif aussi. Et les chercheurs qui font ça, en général, ils ont un peu de mal à obtenir de l'argent des gouvernements. Donc ce qu'ils aiment bien faire, c'est qu'ils utilisent des télescopes qui existent déjà et ils disent, les gars, quand vous n'utilisez pas votre télescope, nous, on peut s'en occuper un petit peu pour faire des choses par-ci par-là. Donc je ne crois pas qu'un des objectifs du télescope que j'ai présenté ce soir de rechercher la vie extraterrestre, mais je suis sûre que quelqu'un utilisera les données afin de chercher tout ça, notamment parce qu'on a prouvé que ça peut, avec cette estimation, ça peut être utilisé de cette façon. Mais ce n'est pas un objectif scientifique officiel. Voilà. Merci, donc il est maintenant 20h, on va devoir s'arrêter là. Je pense qu'on peut remercier encore une fois le